rencontre du Rav Morali avec le Choug Ben Ogros, l'Ilmod et la mairie de Ra'anana. Chers amis, bonsoir. Chodesh Tov Mevorach, c'est avec plaisir que nous nous retrouvons ce soir pour une nouvelle émission. Le titre que nous avons choisi, c'est Les penseurs sionistes contemporains. Alors, je dois en fait vous préciser le sujet avant même de donner la parole à nos intervenants, puisque le sujet nécessite une explication. D'abord, pourquoi parler des penseurs sionistes? Alors, je vous répondrai simplement en vous disant que le sujet est de nouveau d'actualité, puisque le sionisme est devenu l'antisémitisme de notre génération. Nous avons connu l'antijudaïsme, qui est passé à l'antisémitisme, et qui est devenu la version moderne, c'est la version antisionisme. Mais de quoi s'agit-il? De quoi parle-t-on quand on parle du sionisme? C'est le retour du peuple d'Israël, du peuple juif, sur la terre ancestrale de ce que nous appelons au moment du mandat la Palestine. Il faut savoir que pendant plus de 1000 ans, Israël a régné sur cette terre d'Israël avec la royauté, le roi Saül, le roi David, le roi Salomon, les rois. Et la construction du premier temple ou Beth Amikdash a été le fait de plus de 410 ans de signe de la souveraineté du peuple d'Israël sur sa terre. Il y a eu un exil de 70 ans en Babylone, et puis de nouveau, le temple a été reconstruit, le second temple, pendant plus de 420 ans. Et donc on a là déjà l'enseignement sur plus de 1000 ans, la présence d'une autonomie, plus qu'une autonomie, d'un royaume, et aussi la construction du temple de Jérusalem sur la terre d'Israël. Donc ça, c'est un élément pour nous, en tout cas juifs, nous le ressentons, le lien intrinsèque à cette terre, puisque nous y avons vécu, puisque c'est le berceau de notre pays, de notre culture, et que nous avons donc connu ceci pendant une période de 1000 ans. Alors vous me direz, il y a eu 2000 ans d'exil entre-temps, c'est vrai. Mais durant ces 2000 ans d'exil, il faut mettre un bémol, tout d'abord en sachant qu'il y a eu toujours une présence juive sur la terre d'Israël. Elle était minoritaire du fait de l'exil, mais elle a toujours été présente. C'est un premier élément. Le deuxième élément, peut-être qu'il est bon de savoir, on a en tête toujours le schéma des nations. Le schéma des nations, c'est simple, la Mésopotamie, l'Égypte, le royaume de Grèce, puis la Grèce antique, puis la Rome antique. Et donc on voit la chose suivante, c'est qu'il y a une période de progression, le point de sommet, puis de chute de ces nations. Et alors on peut imaginer le même schéma pour le peuple d'Israël. Oui, mais regardez bien ce qui s'est passé. On a bien une période de montée, comme toute la période de la royauté, en montée en puissance, et une période d'exil de baisse, mais on voit bien aussi dans le même temps, eh bien que tout simplement, le peuple d'Israël revient sur sa terre. Alors c'est un effet qui n'est pas commun à l'ensemble des nations, ça n'existe pas, il n'y a pas d'autre nation qui est revenue sur sa terre 2000 ans après son exil, et c'est vrai que c'est au niveau historique, une question qui a abordé, a approché. Et la seconde chose, c'est que le peuple d'Israël n'a jamais disparu. Et donc, c'est là aussi une deuxième différence par rapport aux autres nations qui, elles, ont pu disparaître. Et donc, on se comprend, donc c'est un élément important à retenir par rapport à ça. Maintenant, le sionisme tel que nous le connaissons, d'après nos définitions, c'est depuis la création de l'État d'Israël en 1948. On peut remonter un peu plus haut avec l'histoire de la déclaration Balfour, qui en 1917 a reconnu le droit au foyer national juif dans l'Empire britannique, ce qui était la partie de la Palestine, ce que l'on appelle la Palestine. La Palestine n'est pas une terre qui revient aux Arabes en particulier, c'est l'appartenance, c'est le nom que les Romains ont donné à la terre d'Israël pour montrer qu'il n'y avait plus de souveraineté juive sur la terre d'Israël. Donc, je continue et j'explique ainsi que par rapport à la déclaration de Balfour, il y a une chose qui est intéressante, c'est de savoir en fait, et la question que les nations se posent,
Mais de quel droit nous revendiquons l'appartenance, un droit attaché à la terre d'Israël? Alors, je peux répondre de différentes manières. Si c'est un droit historique, eh bien alors oui, les Juifs ont été sur la Terre Sainte, reliés à l'évidence dès la première alliance. C'était une chose évidente pour l'ensemble des sionistes du 18e et 19e siècle. Une légitimité par l'histoire, la Bible et par sa culture, on est attaché simplement à un droit historique à la terre d'Israël. Mais aujourd'hui, la vérité est que le droit historique n'est pas suffisant. On peut aborder le droit historique, mais alors que fait-on de Nice, qui était jusqu'en 1860, rattaché au comté, de Savoie, au duc de Savoie, et qui a été rattaché à la France, et d'autres régions aussi qui ont changé de souveraineté, sans parler de la Prusse, sans parler de l'Allemagne, sans parler de tous ces pays qui ont connu à un moment donné, ils ont été attachés à une nation, puis à une autre nation. Donc, le droit historique se comprend, mais il y a ses limites dans cette compréhension. Alors, il y a un principe en droit international qui dit le droit des nations de disposer d'eux-mêmes. Alors, apparemment, toutes les nations ont le droit de choisir, de choisir son indépendance, d'acquérir son indépendance, sauf les Juifs, où on dit tout simplement, vous faites partie de la nation française, anglaise, américaine, suisse. Eh bien, vous devez vivre dans ces pays-là. Mais il n'y a pas la possibilité d'imaginer que la terre d'Israël, ou du moins pour les personnes qui sont anti, d'imaginer qu'il y ait une autonomie du peuple juif sur sa terre. Troisième possibilité, c'est de nous dire la terre appartient à ceux qui le travaillent. C'est une définition qui se retrouve dans un certain nombre de cas, mais qui pourrait correspondre à notre situation, puisque les pionniers ont travaillé la terre et continuent à travailler la terre, mais globalement, elle n'est pas reconnue, elle n'est pas suffisante. Alors, de quoi parle-t-on dans ce sionisme? C'est le retour à la terre de Sion, d'après nos droits, sans qu'il y ait pour cela un colonialisme de notre part, puisque la terre nous a appartenu il y a plus de 2000 ans, que cette terre est passée sous la domination avec les croisés, puis après l'islam qui est apparu en 1610, puis après avec l'Empire ottoman, puis après l'Empire britannique. C'était bien eux les colonisateurs qui avaient une souveraineté sur ce pays durant un certain temps, de siècles. Et donc Israël n'a fait que recevoir la terre de ces personnes qui colonisaient, de ces États qui colonisaient la Palestine de l'époque. Alors, la terre d'Israël, le retour à Sion, c'est un fait qui est reconnu dans le judaïsme on va dire, par l'ensemble des Juifs, et avec une nuance, puisque pour le milieu haredi orthodoxe, la terre d'Israël ne peut être que le fait de Dieu qui donne à l'homme la possibilité de réhabiter sur sa terre. Et donc, dans notre cas, il part du principe que c'est l'action de l'homme qui a fait que nous sommes revenus et non pas l'action de la terre. Et donc, ils se mettent en retrait par rapport à ce phénomène que nous ressentons fortement, puisque quand il est question d'engager de nouvelles troupes qui appartiendraient à ce milieu orthodoxe, il y a des oppositions virulentes par rapport à cette idée. Donc je continue et donc on comprend c'est cette notion de pourquoi on revendique cette terre, à quel titre on revendique cette terre. Il y a un autre élément, c'est le problème dans le titre que j'ai indiqué, c'est les penseurs sionistes. Et bien évidemment, pas bien évidemment, mais il en ressort que ce sont les penseurs de la pensée religieuse, du courant religieux, que ce soit du monde ashkénaze ou du monde séfarade. Et ça, c'est une nouveauté, puisqu'on a toujours l'habitude de donner la parole à un certain nombre de sages penseurs du monde ashkénaze et moins du monde séfarade. Et c'est ce que nous allons écouter en premier lieu, une première intervention. Alors maintenant, vous me direz, oui, mais et les penseurs laïcs? Alors les penseurs laïcs, bien sûr, ils ont leur place et ils ont des prolixes, mais avec la particularité, c'est ils ne parlent pas en tant que juifs avec les commandements divins, ils parlent de l'extérieur comme un homme d'une démocratie, d'un homme d'un autre pays, et donc ils nécessitent d'un État occidental, ils nécessitent
revu sous l'angle de penseurs qui étudient la Torah et qui étudient en même temps la notion d'un nouvel État. Et c'est le cas des quatre personnes sages que nous allons étudier ce soir, entrevoir ce soir. Le premier, c'est peut-être le plus célèbre, c'est le Rav Kook qui a été le premier grand rabbin d'Israël. Je parle en 1865 et il est décédé en 1935. Le deuxième, c'est le Rav Soloveitchik qui a vécu 1903-1993 et il a vécu aux États-Unis, mais il est de la lignée des Rav Soloveitchik, donc du Chafetz Chaim, non pas du tout, excusez-moi, c'est du Rabbi de Brisk, du Rabbi de la Yeshiva de Volojine. Et donc, il a apporté son apport par rapport à Israël. Et donc, c'est important de voir comment il a entrepris la notion d'Israël, du sionisme, par rapport à la notion des mitzvot. Les deux derniers intervenants, ou les deux premiers, comme vous voulez, ce sont les maîtres proposés par le judaïsme séfarade. Et le premier nom, c'est le Rabbi Kalfon Moshe Cohen de Djerba, qui a écrit sur le sujet du retour du peuple d'Israël sur sa terre, et donc qui a essayé de comprendre, d'associer État juif, État moderne, avec un État qui soit en cohérence avec les commandements divins. Le deuxième auteur, c'est le Rav Yosef Messas, qui a été, pour le plus francophone, qui a été connu, puisqu'il a été rabbin de Tlemcen en Algérie, avant de devenir grand rabbin de Haïfa. Et il a bien évidemment apporté son soutien à la cause du sionisme par ses poésies, par ses prises de position, par ses décisions halachiques. Et donc, ce soir, je ressentais le besoin de vous expliquer, de vous apporter ces quatre témoignages pour nous faire comprendre en fait de quelle situation nous parle du sionisme, que disent nos sages, ça récolte du sionisme. Et c'est pour cela que je me tourne directement vers le Rav Souraki. J'imagine qu'il doit être là. Voilà, le Rav Yitzhak. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Voilà, Voilà, merci. voilà. Bonsoir à vous. Vous nous avez proposé de parler de la vision sioniste de Rabbi Kalfon Moshe Cohen de Djerba et de Rabbi Yosef Messas. Alors, pour nos auditeurs, nous allons faire. Vous êtes c'est la même personne qui va parler de ces deux rabbinim. Dans un temps, vous allez essayer de répartir entre ces deux auteurs que nous puissions comprendre afin de mieux comprendre simplement l'apport de ces deux auteurs à la cause du sionisme. Et on vous écoute avec plaisir. Alors bonsoir, effectivement, on va parler de ces deux grands sages du monde séfarade. On le pourrait traiter, vous l'avez déjà fait très bien, comment dire, dans un panorama historique et des grandes problématiques du sionisme, en traitant les sujets, les thèmes, indépendamment des personnes ou des sages qui présentent ces idées-là. Vous avez choisi de traiter ce sujet à travers les personnes, c'est-à-dire souvent les différentes figures et ce qu'elles ont apporté. Euh, il serait bon, on pourrait comment dire, repenser à comment dire, tout ce sujet-là en parlant des grands thèmes et voir comment, par exemple, l'apport, vous avez dit, du sionisme laïque, du sionisme plus religieux venant d'Europe ou le sionisme venant des pays d'Afrique du Nord ou des pays de l'islam. Alors, on va se contenter de parler des Chachamim eux-mêmes et vous verrez qu'à travers la manière de les présenter, on a quelques grands thèmes qui ressortent et qui sont assez particuliers à nos maîtres et notamment du monde séfarade. Alors, on commence d'abord par Rabbi Khalfon Moshe Cohen, qui est né à Djerba en 1874 et mort en 1950. Comme il est peut-être l'un des moins connus des Chachamim qu'on va en se revoir ce soir, alors je me permettrai de donner juste quelques jalons, quelques références biographiques extrêmement importantes pour savoir qu'on a affaire à un Chacham d'une lignée de Chachamim, Khalfon Moshe Cohen, d'une famille à Cohen, dont on a de son père et avant lui, comment dire, toutes des Chachamim qui sont de première, comment dire, le premier rang dans le monde de Djerba. Son père Rabbi Shalom à Cohen est lui-même chef du tribunal. Avant lui, un peu avant, on a un grand Chacham très important qui s'appelle Rabbi Shaoul à Cohen, qui est aussi chef du tribunal de Djerba au début du 19e siècle, et ainsi de suite. C'est très important. Pourquoi? Parce que Rabbi Khalfon n'est pas un Chacham qu'on est parti chercher
dénicher un chacham particulier qui aurait une opinion, assez singulière. On va le voir qu'il a des opinions qui sont assez originales, mais il est la personne centrale, le sage central du judaïsme de Djerba au XXe siècle, puisque après avoir, arrivé à devenir le chef du tribunal de Djerba et à la tête tout simplement de la communauté de Djerba, qui dirige jusqu'à sa mort en 1950, il est le chacham qui a, d'une certaine manière, formé tous les chachamim qui ont suivi à Djerba, qui sont ou ses élèves ou les élèves de ses élèves. Donc, au niveau de la centralité de ce chacham, c'est une personnalité de premier plan. Il a une œuvre écrite très abondante, puisqu'il a publié quelques 50 volumes dans tous les domaines de la Torah. On a plus de 3000 responsables rassemblés dans son œuvre, notamment Shoel Venishal, qui sont de 9 volumes, et il a également rassemblé les minhagim particuliers de la communauté de Djerba dans son livre Berit Kehuna. Je ne m'attarde pas plus à la biographie, mais je voudrais arriver sur un des aspects essentiels et les plus remarquables de Rabbi Khalfon HaKohen, c'est son rapport à la terre d'Israël, et pas simplement à la terre d'Israël en tant que terre, que laquelle le peuple juif a pu garder un lien indéfectible tout au long de son histoire, mais son soutien particulier au mouvement sioniste et la perception de ce qui est en train de se produire dans une ligne particulière qu'il a essayé de tracer. Alors, avant de rentrer dans la pensée elle-même, d'abord, 2 points intéressants à remarquer. Premièrement, c'est les tentatives répétées de Rabbi Khalfon Moshe HaKohen pour monter en Israël, qu'il a essayé à plusieurs reprises et qui ont été inabouties pour des raisons de santé, notamment, ou de responsabilité communautaire, un peu comme Moshe Rabbeinu, il était celui qui a mené sa communauté jusqu'au port d'Israël, mais n'a pas pu lui-même y accéder. Et il a, deuxièmement, ne pouvant lui-même monter, appelé à monter en Israël et appelé en particulier à racheter les terres d'Israël et encouragé les Juifs de Djerba à suivre son exemple, notamment dans les terres qui se trouvent à Yerushalayim, dans le quartier de Ain Karem, qui sont toutes recensées, achetées par la communauté de Tunis et à son nom et au nom de tous les gens. On a les documents à l'appui pour montrer que ce quartier-là avait été racheté par Rabbi Khalfon HaKohen, qui encourageait aussi les autres personnes de Djerba à acheter à Ain Karem. Mais c'est surtout dans ses écrits que Rabbi Khalfon a développé une vision sioniste assez extraordinaire, et je voudrais donner quelques lignes directrices de cette vision-là dans le peu de temps qui m'est imparti. Alors, d'abord, dans des drachot très intéressantes, notamment dans une dracha assez célèbre qu'on pourrait étudier en détail. Je vous en donne juste les grandes lignes et j'invite chacun à essayer de la retrouver pour l'étudier. Il a publié dans un livre de drachot qui s'appelle Darkei Moshe sur la Torah, des drachot relativement assez, je dirais simples, de base, fondamentales, mais dans lesquelles le terme d'Israël est récurrent, et en particulier, il donne, lorsqu'on arrive dans les parachas de Nitzavim Vayeler, qui décrivent dans la Torah le retour du peuple juif en Israël, il énumère 13 raisons pour lesquelles la Géoula a commencé, pour lesquelles nous voyons les Nitzotzot à Géoula, les étincelles de la Géoula qui ont commencé, et c'est déjà un point important à remarquer, cette conception de la Géoula, parce qu'il y a après ensuite, dans le monde ashkénaze, beaucoup de débats pour savoir si ça s'appelle Atralta de Géoula, Reshitz, Semichat, Géoulatenu, quelle va être la formulation pour pouvoir parler de l'État d'Israël, comme ligne directrice chez tous les Chachamim Sfaradim, tout ce qui est positif, tout ce qui fait avancer le peuple juif, est quelque chose qui est une lueur de la Géoula, un avancé, une étincelle qui nous amène vers la Géoula, sans rentrer là-dessus dans une distinction halachique. Ça n'a pas de conséquences halachiques, c'est une conséquence essentielle au niveau de la vision de ce qu'Akadosh Baruch Hu fait comme positif pour le monde. C'est d'autant plus important, et vous l'avez bien fait remarquer en ouvrant, qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation, disputée sur ces règles fondamentales. Or, regardez, dans cette édition d'Darkei Moshe, c'est très intéressant. Le livre a été publié à Djerba en 1935. Il a d'ailleurs tellement d'amour pour le pays d'Israël que dans l'introduction du livre, il fait traduire en hébreu pour que les gens de Djerba puissent connaître les règles de la Aliyah officielle d'après le mandat britannique. Et donc, pour dire, vous avez lu mon livre Monter en Israël, mais ce qui est plus intéressant, c'est que ce livre-là a été réédité une deuxième fois en 1976
par l'association des Yotzei Tunisia et Israël, ceux qui sont les gens qui sont montés de Tunisie en Israël. Et pourquoi en 1976? Très simplement, parce que l'organisation comment dire, des Juifs de Tunisie, on dit, après la décision de l'ONU, selon laquelle le sionisme est du racisme, selon les Kotzer Sichlam, leur compréhension limitée, nous avons décidé de republier le livre de Rabbi Khalfon Moshe HaKohen, Darkei Moshe, les Chayev Kol Ish Shehu Yehudi Lilmod Bo ou les Kayem Mitzvotav ou les Argish Beatzmo Shehu Tzioni, afin d'encourager tout ce qui est juif à étudier ce livre-là, à appliquer ses prescriptions et à ressentir en lui-même le fait d'être sioniste. Comme si la réponse adaptée aux détracteurs d'Israël, c'est l'enseignement de Rabbi Khalfon Moshe HaKohen. C'est très intéressant de voir que c'est effectivement dans ces lignes-là qu'on retrouve le soutien contre les différents opposants, calomniateurs du peuple juif. Alors maintenant, pour parler de cette dracha-là, très intéressante, il nous donne 13 raisons pour lesquelles, selon lui, la Géoula a commencé. Mais ce qui est original, c'est que dans ces 13 raisons, il y en a certaines qui sont classiques, je dirais évoquées par beaucoup d'autres grands maîtres, qui sont un peu les raisons de base du sionisme religieux dans son ensemble, mais il y en a certaines qui sont très originales. Parmi les explications classiques, alors bien sûr, il nous dit le fait que la terre d'Israël refleurisse, qu'elle produise ses fruits après 2000 ans de désolation. Et il ramène les sources, bien entendu, du Talmud, de Masechet Sanhedrin, où on a les simanés, de la Géoula. On nous dit dans le Talmud, il n'y a pas de signe plus clair que ça, que de voir la terre qui se met à refleurir. C'est une idée qui est classique, qui est reprise, qui est assez, reprise par tout le monde. On a des éléments qui sont proches de cette même idée, c'est la situation politique qui a changé, puisqu'on a eu la déclaration de Balfour, ensuite San Remo, 1920, qui assure au peuple juif le droit à fonder le foyer juif en Palestine. Donc, ce n'est pas simplement l'action des premiers pionniers, mais c'est aussi le fait qu'on a la reconnaissance des nations pour revenir en Israël. Remarquez déjà quelque chose d'intéressant, qui est un peu sous-entendu dans l'enthousiasme de Rabbi Khalfon, c'est que la déclaration de Balfour, il l'aime tellement qu'au milieu de sa dracha, il l'a fait aussi traduire en hébreu, et il la lit dans son intégralité, dans sa dracha au Beth Knesset, quand il fait cette dracha de Nitzavim Vayeler, il y a la déclaration, voilà la lettre qui a été envoyée par Balfour au Lord Rothschild, en lui reconnaissant la position de pouvoir revenir en Israël. Ça, c'est dans sa traduction. Mais on n'oublie pas, on a en tête la suite de l'histoire, qui n'est pas évoquée dans cette dracha elle-même, mais c'est que les Britanniques, après avoir reçu le mandat, après avoir donné cette déclaration de Balfour, se sont assez rapidement rétractés, ou en tout cas ont commencé à avoir une politique qui n'était pas assez, favorable, notamment pour empêcher l'anéantissement des Juifs quand ils sont arrivés, au moment où ils étaient poursuivis. Il y avait encore les règles du livre blanc qui arrêtaient. Comme si à chaque fois où les nations viennent pour nous aider, on a un début d'aide. Ça s'est produit avec Koresh, mais après un certain moment, ça a été arrêté. Beaucoup ont comparé Balfour à Koresh. On a à chaque fois une intervention qui peut parfois être perçue comme quelque chose de positif, mais ensuite, il faut savoir que c'est Akadosh Baruch Hu qui tire les ficelles, et lorsque tout d'un coup on fait des accords avec nos ennemis, savoir que de toutes les manières, c'est quelque chose qui est entre les mains et à la vitesse et au rythme prévu par la providence divine. Alors je reviens sur le détail des raisons pour lesquelles, selon Rabbi Khalfon, la Géoula a commencé. Donc il nous dit Balfour, il nous dit le fait même qu'il y ait un éveil dans l'ensemble du peuple juif à vouloir pratiquement, concrètement revenir en Israël, et on sait que ça se retrouve à cette époque-là, fin 19e, début du XXe siècle, les différentes aliyot comptées, Aliyah Rishona, Shnia, etc., après les aliyot qui ont précédé tout au long de l'histoire, et au début du 19e siècle, mais en tout cas d'Europe de l'Est, de l'Occident musulman, le Maghreb, du Yémen, de l'Europe de l'Ouest, on a différentes aliyot. Voilà des éléments. Ces éléments-là sont des éléments classiques, ou en tout cas qui sont repris par beaucoup de chachamim, de différents endroits. Mais là où ça devient original et très intéressant dans la conception de la Géoula de Rabbi Khalfon, c'est lorsqu'il nous donne des éléments originaux. Par exemple, il commence par celui-là, c'est son premier élément, l'émancipation des Juifs d'Europe. L'émancipation, qui pour nous
eh ben, elle est une menace identitaire. Elle a pu occasionner différentes, comment dire, problématiques entre modernité et tradition, entre perte d'identité, entre le moment où le peuple juif commence à s'identifier avec la culture des nations plus que sa propre culture, pour Rabbi Khalfon, qui garde l'esprit, je dirais, du bon sens premier, mais ça a changé totalement le peuple juif dans ses persécutions, dans les pays qui leur ont donné enfin le minimum, c'est comment dire, une identité civique reconnue et libre et non soumis aux différents caprices des souverains ou des fureurs des populations ambiantes. Le fait que le peuple juif ait reçu comment dire, au niveau de comment dire, sa situation juridique dans les différents pays où il se trouve, et il rajoute d'ailleurs, il dit même dans les pays qui ne l'ont pas encore donné, vu que c'est quelque chose qui avance, ils ont eux-mêmes fait avancer leur rapport aux Juifs beaucoup mieux que ce qui était avant. C'est très intéressant quand on sait qu'on parle de ça pour parler de l'émancipation des Juifs d'Europe. Il était avant la Shoah et c'est comment dire tout ce que les nations ont donné au peuple juif dans un premier temps s'est avéré ensuite comme quelque chose de terrible au moment de la Shoah. Mais en tout cas, pour Rabbi Khalfon, il le présente comme étant un siman de la Géoula. Deuxième siman fondamental, la langue hébraïque. La langue hébraïque est en elle-même, et peut-être d'ailleurs l'élément le moins discutable, puisque c'est la réussite absolue, comment dire, incontestée du sionisme. Au-delà des post-sionistes, au-delà de tous ceux qui sont contre, la langue hébraïque aujourd'hui se développe. On est aujourd'hui en Israël dans Shavua Sefer, la semaine du livre, et on voit tous les livres qui sont encore publiés dans une langue nationale. Pour Rabbi Khalfon, le fait que l'hébreu renaisse vivre comme une langue quotidienne, civile et non simplement religieuse, est un signe d'indépendance nationale, est un signe de Géoula. Et c'est très important de préciser, la langue hébraïque n'a pas été remise à l'ordre du jour alors qu'elle était morte. On présente comme une sorte de langue morte qui est redevenue vivante. Elle a toujours été parlée. Elle a toujours été parlée dans le contexte rabbinique, elle a toujours été parlée dans le contexte de l'étude, qui n'a cessé de se dérouler tout au long de l'histoire, mais elle est redevenue une langue du quotidien, une langue chouline, une langue dans laquelle on parle de toutes les choses qui ne sont pas, qui ne relèvent pas nécessairement du domaine religieux. C'est en cela, pour Rabbi Khalfon, qu'il y a un siman de la Géoula. Et là, alors là, on commence à développer différents éléments qui sont, comment dire, je dirais totalement originaux. Il me dit, mais oui, c'est plus simplement le progrès politique, mais les progrès d'une manière générale, au niveau des technologies. Les technologies modernes, eh bien, il y a maintenant l'invention au 19e siècle, révolution industrielle, la machine à vapeur. Il a tout un passage où il décrit le microscope, quelque chose d'extraordinaire. On voit maintenant toutes les créatures qui sont invisibles à l'œil nu et qui sont présentes. Et à chaque fois où Rabbi Khalfon présente ces avancées comme étant des simanim de la Géoula, il les présente en leur donnant sur le côté du bon sens commun, en leur donnant une référence aux psukim des Nevi'im, et en expliquant comment, de cette façon-là, l'ensemble de l'histoire juive et de l'histoire du monde va progresser. Par exemple, lorsqu'il dit, il y a des machines à vapeur, c'est formidable, l'avancée des transports et des communications va permettre au peuple juif de revenir dans son pays, va permettre au peuple juif d'avancer, de progresser. N'oublions pas qu'avant comment dire, la révolution industrielle, quelqu'un ne quittait pas son village, quelqu'un n'avait toute sa vie que quelques dizaines de kilomètres autour. À moins qu'il soit persécuté, il restait là où il se trouve. Or, là, tout d'un coup, les Juifs peuvent venir. Il a tout un projet, je vais y arriver dans un instant, lorsqu'il parle de son programme sioniste, à essayer de faire, je dirais, Rabbi Khalfon est l'inventeur de Taglit. Il faut faire des voyages de tous les Juifs du monde pour les amener en Israël, pour qu'ils voient, maintenant qu'on a la possibilité de voyager, pour qu'ils voient Israël et qu'ils préparent peut-être leur montée en Israël. Et c'est de là qu'il parle alors des technologies modernes, de la radio, les différents moyens de communication. Et ensuite, il parle de ça en Israël en particulier. Il dit, mais maintenant en Israël, par exemple, on apprend, c'est pas qu'il y a simplement la création de moshavot, de villes, etc., construites. Il y a des nouvelles routes qui sillonnent le pays maintenant. On peut se déplacer en Israël. C'est formidable. Et il donne des psukim où on nous parle justement du déplacement du peuple juif pour pouvoir revenir en Israël et pouvoir en Israël même se développer. Les villes construites en Israël. Il en donne une particulière. Il dit, il y a une ville très importante qui est en elle-même un siman de la Géoula, c'est Tel Aviv. C'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, on a divisé Yerushalayim pour la ville sacrée, pour la ville qui est, ancienne, la ville
comment dire, historique, avec un certain poids, lourde un petit peu de toute son histoire et de toute son importance au niveau religieux et dans la civilisation juive. Et puis on a Tel Aviv, la ville moderne, la ville qui ne s'arrête jamais. Ah oui, mais pour Rabbi Khalfon, le fait qu'il y ait une ville juive en Israël, entièrement peuplée, construite par des juifs, c'est quelque chose qui en soi est un siman de la Géoula. Et il rajoute ça pas simplement à la ville, mais les industries qui se développent en Israël. Vous voyez que ça devient très large. La vision sioniste du Rav Khalfon est que tous les différents éléments les plus chomrim comment dire, du monde laïque sont des éléments qui sont le signe de la Géoula. J'en donne un exemple qui parfois on pourrait les reprendre, comment dire, nos distances par rapport à ces éléments-là. Par exemple, la mer morte. Dans les années 20, on commence à exploiter les ressources de la mer morte, il y a les mif'alei yamamelar qui se développent. Il dit c'est une merveille. On nous a dit que la mer morte, après être complètement dévastée, le sel, il va y avoir de l'eau qui va revenir et finalement tout va refleurir. Mais le fait que maintenant on a des yishuvim qui se prochent de la mer morte et qui essaient d'exploiter la mer morte, c'est formidable. On aurait peut-être certaines distances à prendre vis-à-vis de cet élément-là, en se disant que c'est peut-être une catastrophe écologique depuis le temps. Mais en tout cas, dans sa manière de voir, et c'est ce qui nous importe le plus, c'est de voir comment il analyse ces problèmes-là. Et il nous dit, en dernier lieu, je vous le donne plus dans les dernières, il dit mais la situation économique. La situation économique des années 30, il ne faut pas oublier que malgré la crise de 29, la grande dépression qui a suivi, eh bien, Israël et tout le peuplement en Palestine du mandat britannique est resté protégé, a continué à se développer et à prospérer. Et c'est très intéressant de voir cet élément-là, parce que de beaucoup d'époques où le monde est touché par des grandes crises économiques, Akadosh Baruch Hu donne une bracha au Ham Israël. On l'a vu en 2008, où malgré toute la crise, le pays d'Israël a resté beaucoup moins touché que le reste du monde. On le voit ces dernières années, avec, malgré la guerre, malgré la situation terrible dans laquelle on s'est trouvé depuis Simchat Torah, et bien malgré tout, la situation économique a des indices extraordinaires. Pour Rabbi Khalfon, c'est en soi la manière de voir la présence d'Akadosh Baruch Hu dans la vie commune, dans la vie civile, dans la vie économique. Et ça, c'est un point très important. Je rajouterai un deuxième point qui se trouve là, je ne le développerai pas, peut-être un jour vous organiserez uniquement sur ce thème-là. Pour Rabbi Khalfon, le fait que la société des nations s'établisse après la Première Guerre mondiale est un siman à Géoula. Alors, je ne sais pas qui aujourd'hui on lui dirait l'ONU est un siman à Géoula. On a fait beaucoup de, comment dire, il y a beaucoup d'eau qui a coulé dans le Jourdain depuis que Rabbi Khalfon a écrit ça, mais dans sa conception normale, il a non seulement une conception de la société, que le fait que les nations s'organisent enfin pour pouvoir arrêter, empêcher les guerres, et organise et gère les relations entre les peuples, mais il a toute une réflexion, ça que je dis que ce sera un sujet indépendant, dans laquelle il a un programme général sur la façon dont les peuples doivent s'entendre, dont la façon dont les nations doivent se gérer, avec les banques, l'économie, le côté juridique, la façon de décréter des guerres, le côté militaire, les journaux internationaux, l'étude, l'Organisation mondiale de la santé est déjà prévue, le Fonds monétaire international est déjà prévu. On a un long projet du Rabbi Khalfon qui explique comment gérer les nations. Pour lui, tout ça, c'est un siman de la Géoula, que les nations se sont bien gardées de faire progresser dans le bon sens. Et aujourd'hui, on pourrait rire de ce que les nations ont fait, de ce rêve premier qui était chez des Chachamim, notamment comme Rabbi Khalfon HaKohen. Et je reviens sur le sionisme propre au peuple juif. Je donnais cet exemple-là pour dire que sa conception du sionisme ne s'arrête pas simplement au retour du peuple juif en Israël, mais une conception universelle de l'ensemble du monde. Et ce qu'il y a de particulier, peut-être je l'évoque, on va entendre parler tout à l'heure du Rav Kook ou du Rav Soloveitchik, c'est que le Rav Khalfon détaille sur la base de ses grands principes jusque dans la façon dont ça doit être géré. Et il nous donne ensuite un projet, un programme pratique presque dans les détails de la chose. Pas simplement la grande vision, mais aussi la façon de la amener à bon point. Notamment, il a un programme complet de l'État juif. Il y a l'État juif de Herzl, qui donne les grandes lignes, qui réfléchit, comment est-ce qu'on doit arriver. Rabbi Khalfon HaKohen à Djerba, j'irai dans cet endroit, isolé au sens premier du terme, il réfléchit au grand thème, il est au courant de ce qui se dit au niveau, il est abonné à différentes
publication à la fois internationale et propre au peuple juif pour savoir ce qui est en train comment dire, les grands courants de l'époque. Et il dit, mais moi j'ai certaines idées. D'ailleurs, il est très modeste parce qu'il dit, voilà ce que je propose. Peut-être vous allez dire que ces choses-là ont déjà été pensées, peut-être ça grandit, laissez-les tomber, peut-être vous n'y verrez aucune chose intéressante, mais si vous y trouvez quelques idées, ben pourquoi pas, peut-être qu'on pourrait comment dire, se baser là-dessus. Et il nous donne son projet de l'État juif, Tzorkei Israël, alors il le développe à 4 niveaux, puisqu'il y a 4 volets dans son projet. Il y a Tzorkei Yachid, l'individu, les besoins de la personne. Ensuite, on parle au côté Kehila. Ensuite, on parle de Tzorkei Bet Israël, c'est l'ensemble du peuple juif, et en Tzorkei Haolam, les besoins universels du monde. Et c'est de l'individu jusqu'au côté universel, Rabbi Khalfon propose les grands thèmes, les grandes lignes, plus le détail. Et dans ce détail-là, alors là, encore une fois, c'est un sujet très vaste, on pourra en parler très longtemps, mais je donne juste quelques idées. Il nous donne par exemple comment gérer le peuple juif au niveau de son aspect politique. De quelle façon il doit être dirigé, de quelle façon on doit faire les tribunaux, par exemple. Je donne juste un exemple pour donner l'originalité de la réflexion et le côté fécond de Rabbi Khalfon dans sa réflexion. Qui, par exemple, dans les tribunaux, on a nous l'idée du Sanhédrin. Bien entendu, il faut ramener un Sanhédrin, il faut retrouver le Sanhédrin des Chachamim. Mais ça suffit pas. Il faut 2 Sanhédrins. Un Sanhédrin qui serait, comment dire, préposé à l'étude de la Torah et le loi de la Torah et présenter ce que disent dans la manière classique, je dirais, de l'étude. Et il faut un deuxième Sanhédrin qui s'occupe de l'aspect politique, de l'aspect pratique, c'est-à-dire de la façon de transposer les grandes règles de la Torah dans la vie de tous les jours, dans la façon de retrouver de nouvelles lois, dans la façon de gérer des affaires qui ne sont pas dans le droit classique, je dirais, de la Torah, qui n'a pas, comment dire, eu la halakha développée avec la souveraineté dans le pays. Il faut retourner au Tanakh, et du Tanakh, qu'est-ce qu'on doit gérer comme idée? Le Rabbi Khalfon nous propose, alors bien sûr, il donne les grandes lignes, il faut après bien sûr détailler tout ça. L'économie, comment gérer le système bancaire en Israël, comment gérer les différents ministères qui se trouveraient en Israël. Alors on a l'agriculture, le développement de l'agriculture, tout un tas d'idées originales, et c'est d'autant plus frappant que Rabbi Khalfon se trouve à Djerba. On ne sait pas trop l'expérience qu'il a dans le domaine de la lecture, de la réflexion. D'ailleurs, il dit à un certain moment dans un passage, il dit, il n'y a pas beaucoup peut-être qui sont intéressés par toutes ces questions-là. Les gens ne, comment dire, je sais pas si il a beaucoup de répondants dans la communauté elle-même pour ça. Pourtant, il dit, il y a peut-être des idées et il les propose. Comment, alors je disais tout à l'heure le ministre du Tourisme. Il faut proposer des différents voyages en Israël pour permettre aux gens de rentrer. Comment créer l'acquisition du territoire. Alors, il est très proche de Keren Hayesod, Keren Kayebet Israël, pour pouvoir justement acheter. Je disais tout à l'heure qu'il l'a pratiqué lui-même, pour justement reprendre le pays. Et en fait, presque dans tous les aspects du pays, Rabbi Khalfon a une idée à émettre. Mais au-delà de tout ça, je voudrais continuer, rajouter encore un point dans la vision de Rabbi Khalfon, c'est ce que certains ont peut-être fait comme reproche à toute cette vision-là, et je voudrais montrer ou préciser que ce reproche-là n'est pas adéquat. On a peut-être reproché à Rabbi Khalfon d'être tamim, d'avoir une vision un peu naïve, en présentant comme si, mais bon, il avait tout un tas de grandes idées, très sionistes, adeptes comme ça, la bracha, achenu atzionim, répète en permanence, nos frères les sionistes, etc. Et puis ensuite, on l'a pris, d'ailleurs, dans certains mouvements qui perpétuent le judaïsme tunisien, en disant, à son époque-là, il n'avait pas véritablement vu les gros enjeux au niveau religieux, au niveau des atteintes qui peuvent être portées à la tradition, etc. Or, cette attaque de naïveté de Rabbi Khalfon n'est pas adéquate. Pour quelle raison? Parce qu'il a lui-même consacré des pages pour montrer qu'il est totalement conscient de ce que représente le mouvement sioniste dans son aspect laïque. Et la question, est-ce que véritablement c'est un mouvement qui porte en lui le souffle de la Géoula? Et notamment dans sa description même du mouvement sioniste, notamment un mamar assez important qui s'appelle Regesh Aleoumi, dans lequel il présente le sionisme, c'est-à-dire de la manière la plus mineure possible au niveau de son aspiration à la Géoula. Il ne présente même pas le pays d'Israël, il dit, le mouvement sioniste s'est mis en marche, et il dit, ils ont compris qu'il avait besoin d'avoir une langue commune, donc ils sont mis à parler une même langue, la langue hébraïque. Ils ont vu qu'il y ait Nachutz Liot Eretz les Israël, et remarquez le côté particulier, il a besoin d'avoir une terre au peuple juif.
sans même écrire Eretz Israël. Et ils ont fait tout pour acquérir le pays d'Israël. Comme si on avait déjà comment dire, la connaissance chez Rabbi Khalfon, en se disant, ben oui, il y a aussi le sionisme qui était prêt à prendre d'autres terres, ne serait-ce que pour aider le peuple juif à survivre. Il a besoin d'avoir comment dire, une banque, et donc ils ont créé le Keren Hayesod, la Keren Leumit, etc. Mais après avoir comment dire, décrit le mouvement sioniste, il dit, mais je suis au courant. Il y a devant nous Maïminim ve Masmeilim, des gens qui sont miyamin ou mismol, comprenez dans le sens miyamin ou mismol dans le sens juif, à savoir ceux qui sont là pour yamin et mekarevet, et smol, doha, midata chesed ou midata din, certains qui sont favorables ou certains masmeilim, qui sont plutôt pour repousser ce mouvement. Et il décrit exactement chacun ce qu'il pense. Ceux qui sont minayamin ou ceux qui sont minasmol, qu'est-ce que chacun présente. Certains qui disent, mais non, il faut attendre à Kadosh Baruch Hu va nous amener le retour en Israël, on n'a pas besoin de presser les choses. Ceux qui sont masmeilim, donc ils repoussent le mouvement sioniste. Ou ceux qui disent, mais non, ça doit se produire, mais derech hateva, ça doit se faire de manière naturelle, par comment dire, la Géoula qui commencerait par derech hateva. Et après avoir présenté, et c'est le côté, je trouve, assez intéressant de Rabbi Khalfon, en particulier, il nous donne toute une série de réponses en disant, on pourrait dire, alors à la fin, on a la sienne, ce qu'il pense véritablement, mais au passage, il nous donne, comment dire, différentes manières d'entrevoir le projet en disant, mais est-ce qu'effectivement, la Géoula doit se faire uniquement de façon miraculeuse? Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager le côté matériel? Alors, bien sûr, il y a un diou dans le Talmud, Zahu Achishena, lo Zahu Berita, il y a différents moments pour la Géoula, on connaît ces débats-là, et Rabbi Khalfon dit une chose très simple, il dit, mais puisque tous les peuples acquièrent leur indépendance, 19e siècle, l'éveil des nations, les nationalismes, etc., bien, le décolonialisme, pour certains, on dirait, pourquoi est-ce que le peuple juif ne pourrait pas accéder lui aussi à être décolonisé? Le sionisme, grand mouvement de décolonisation. Il faut le répéter en permanence par l'époque qui court. En tout cas, on nous dit les nations ont réussi à obtenir leurs indépendances. Eh bien, pourquoi le peuple juif n'aurait pas? Chez Notier Kohenet, Pruta Mipundakit, le peuple juif, Akajroun ne lui a pas préparé un sort plus, comment dire, difficile que celui de simplement des nations. Après, il dit oui, peut-être, s'il s'avère que c'est quelque chose qui effectivement ne porte rien en lui pour la Géoula, et là ça devient très intéressant. Il dit mais c'est pas grave, même s'il s'avère qu'à la fin, tout ce qu'on avait pu penser que la Géoula se fasse là, la Géoula se fera de manière miraculeuse par Akadosh Baruch Hu. C'est pas grave. Le fait d'avoir fait, j'irai dans mon langage, il n'emploie pas ce terme-là, mais c'est un peu l'idée qu'il donne, la révision générale avant la Géoula, c'est pas mal. On a vu que c'est possible. On a vu que finalement, ce dont on avait complètement perdu espoir, que le peuple juif un jour revienne dans son pays, ça s'est produit. Eh bien, il ne manquera plus à Kadosh Baruch Hu de nous ramener ensuite avec, comment dire, de la façon miraculeuse telle qu'il veut. C'est déjà important d'avoir ramené le peuple juif à l'idée même de la Géoula. Et il rajoute un point, il dit d'ailleurs, c'est peut-être la chose la plus importante pour garder les juifs dans la galoute. Très intéressant, même s'il s'avère que le mouvement sioniste ne porte pas l'idée de la Géoula, eh bien, le fait même qu'on voit qu'il puisse revenir dans son pays, c'est déjà quelque chose qui lui donne de l'espoir pour continuer à subsister pour ceux qui ne seront pas revenus. Ensuite, il dit, ben, attendez, même si il n'y a pas la Géoula, on a au moins le fait de rentrer en Israël pour accomplir les mitzvot Beret Israël. Et après avoir dit tout ça, il lui donne encore quelques exemples au passage, je ne voudrais pas, comment dire, trop déborder, il dit, mais à mon avis, les fidarti rachok meod shetietnu azot noua gashmit. C'est très dur à imaginer. J'aurais du mal à concevoir qu'après tout ça, ce ne soit que quelque chose de matériel, de concret, de politique, qui n'est rien de rouhani. Et il me semble, et là tout d'un coup on voit le Rav Khalfon HaKohen qui, comment dire, totalement dans la pensée de sionisme religieux, qui voit la Géoula et dit c'est probablement la Géoula artite qui est le parallèle, le reflet de la Géoula shmémite, et de cette façon-là, l'un et l'autre sont en adéquation, et donc on sent qu'il est totalement dans ce point-là. Je vous disais dans l'autre dracha, il parlait des 13 simanim de la Géoula. Voilà comment il termine. Ce qui est intéressant, c'est qu'il présente ça pas de façon dogmatique, en disant voilà, c'est ça ou c'est pas ça avec le débat. Il dit peut-être qu'il s'avère que tout ce que l'on a cru, on ne comprend pas jusqu'au fond les desseins d'Akadosh Baruch Hu. Mais qu'on l'interprète d'une façon ou d'une autre, eh bien, il y a toujours, on est là dans un mouvement positif, dans quelque chose d'extraordinaire. Il me semble, voilà comment il termine, il me semble profondément que c'est la Géoula, et je pense que Rabbi Khalfon était, je veux dire, bien au-delà de simplement cette affirmation-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas comment dire, il
il n'est pas à l'écart des grands débats qui ont partagé le monde rabbinique et le monde juif en s'opposant ou non au mouvement sioniste. Il sait très bien les arguments qui sont posés, il les écrit, il les décrit et ensuite il répond en donnant ces différentes manières d'interpréter. Voilà, je crois que entrevoir la vision sioniste de Rabbi Khalfon, c'est entrevoir une vision sioniste qui, comment dire, a son côté, je dirais, théorique, philosophique, spirituel, mais qui arrive à toucher le détail commun de l'ensemble de la vie de tous les jours et de la vie de l'État d'Israël. C'est un point très intéressant parce que parfois, on a des penseurs, des grands penseurs, je dirais, du souffle d'Israël, du retour en Israël, qui donnent l'avancée presque prophétique de la chose, et on en a d'autres qui arrivent à essayer de réfléchir sur comment gérer les lois, les relations, la société, etc. Or, chez Rabbi Khalfon, on a tout l'ensemble qui est traité, de l'esprit, de côté théorique, jusqu'à sa mise en pratique. Et c'est d'ailleurs un point assez particulier de son écriture d'une manière générale, pas simplement pour le sionisme. Je vous ai dit tout à l'heure à propos du côté international, les relations internationales, les Nations Unies, mais aussi dans d'autres problèmes. Il donne des grandes idées, il fait une grande dracha, et ensuite, dans cette même dracha, il donne le détail. Il nous explique qu'il faut, par exemple, c'est important, la valeur de la tzedaka, la générosité comme une mida, dans une dracha sur la tzedaka, et il nous explique comment il faut prélever la tzedaka, et il nous explique comment sur le carnet, de quel côté il faut écrire les entrées, de quel côté les sorties, comment écrire pour chacun. Enfin, il rentre dans un détail très, on se dit, mais jusque quel détail il se focalise pour nous présenter la chose. C'est quelque chose de particulier, c'est un rave de Kehila, c'est un rave qui connaît le monde, les pieds sur terre, et Rocho, Magia, Shamaïma. On pourrait en parler, bien sûr, beaucoup plus longuement, mais avec votre permission, je passe à un deuxième Chacham, Rabbi Yosef Messas, parce que, je veux dire, n'étudiez simplement Rabbi Khalfon, je vous montre, il y a un livre entier, pour ceux qui sont intéressés, Zechut Moshe, c'est le livre qui représente les drachot de Rabbi Khalfon sur tout le côté sioniste. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez important, plus de 400 pages, qui sont consacrées uniquement à ces drachot-là, des drachot sur Herzl, etc. On n'en finirait plus. Lorsqu'on l'étudie au Beth Midrash, c'est sur plusieurs mois, rien que pour entrevoir toute la position de Rabbi Khalfon. Je passe à Rabbi Yosef Messas. Et là, on a quelque chose, je dirais, complémentaire à celle de Rabbi Khalfon, parce que chez Rabbi Yosef Messas, on n'a pas, comment dire, tout ce projet, toute cette vision qui est là, mais on a quelque chose d'autre. Alors, quelques points encore biographiques rapides. Rabbi Yosef Messas, comme vous l'avez évoqué, est originaire de Meknès, du Maroc, à 4 périodes fondamentales dans sa vie, 1892-1974. Il a une première époque du Maroc, de sa jeunesse, où il a grandi au Maroc, jusqu'à l'âge de 27 ans, où il passe à Tlemcen, en Algérie. Et là, il a la confrontation avec l'époque, la modernité, la France, une communauté qui est déjà très avancée dans l'assimilation, et il œuvre pour essayer de renforcer la Torah à Tlemcen. Il a une troisième période après Tlemcen où il revient au Maroc, et sa dernière période est la période israélienne, puisqu'il est grand rabbin de Haïfa jusqu'à sa mort en 1974. Alors pour Rabbi Yosef Messas, c'est quelque chose d'important à évoquer. C'est d'abord une règle essentielle de halacha, selon laquelle on ne peut entrevoir aucun problème de halacha, sinon avec les 3 piliers de la halacha. C'est quoi les 3 piliers? Les 3 Amoudé Hahora, en général, on présente les 3 Amoudé Hahora quand on étudie le Shulchan Arour, le Bet Yosef les Alefini, le Rif, le Rosh et le Rambam. Pour Rabbi Yosef Messas, il dit non, tout ça c'est le din, c'est la halacha. Mais il y a 3 Amoudé Hahora, c'est le din, le Sechel et le Zman. Et ça, c'est très important pour tout. C'est fécond comme idée. C'est quoi din, Sechel et Zman? Le din, c'est l'étude classique, c'est l'étude des sources, du Talmud et tout ce qui vient ensuite, des Shelotut Shuvot, de toute l'évolution de la halacha tout au long de son histoire. Mais ça ne suffit pas. Et c'est ça ce qui est très intéressant. Il faut réfléchir sur le din, mais il faut réfléchir aussi sur le sechel. C'est quoi le sechel? C'est le bon sens, c'est la morale naturelle, c'est le sentiment premier de l'homme, pas n'importe qui, éduqué à la Torah, bien entendu, du chacham. Le chacham doit faire adhérer le din, la loi formelle, avec le fond de l'esprit de la loi. Et c'est déjà très intéressant, parce que souvent, on risquerait d'avoir un écueil, celui d'avoir une étude formalistique qui est uniquement, technique. Le chacham n'est pas un technicien de la halacha. C'est celui qui a la connaissance du din, mais qui doit voir aussi comment il donne réponse au sechel, au bon sens, à la raison. Et le troisième élément qui est très important et qui va être pour nous très utile pour l'étude du sionisme, le azman. Le fait d'être posek la halacha
ne suffit pas de connaître toutes ces sources, d'être fidèle à une tradition, ne suffit pas de comprendre cette tradition avec, comment dire, l'esprit droit et le sens juste, et demande aussi d'être conscient de l'époque, Azman, des gens avec qui on est possèque, du contexte communautaire, du contexte d'une certaine, comment dire, un lieu, des personnes et un temps qui a peut-être changé. Et comment, dans ce temps-là, apporter la meilleure réponse au niveau de la halakha. C'est quelque chose de fondamental. Mais lorsque ça s'adapte à la vision du monde, ça devient très intéressant. Et notamment, je dirais qu'il y a deux éléments essentiels qui sont présents tout au long de l'œuvre de Rabbi Yosef Messas et qui sont les piliers de sa vision sioniste. Le premier, c'est d'abord un amour profond, comment dire, indéfectible du peuple juif, du Ham Israël. Et il le ramène de différentes façons. Par exemple, dans un passage, il dit, mais comment j'entends des gens qui disent du mal de tout le monde, qui disent du mal de ceux qui ne pratiquent pas la Torah, de ceux qui sont loin de la Torah. Vous ne vous rendez pas compte que c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Lorsque vous voyez quelqu'un qui s'éloigne de la Torah, malheureusement, c'est comment dire, l'ordre naturel des choses après toutes les persécutions, après toutes les menaces, après toutes les tentations de l'assimilation, que comment dire, les gens comment dire, se laissent savoir par tout ça. Lorsque vous voyez quelqu'un qui reste fidèle, mais vous devrez dire chez Hassanès, la Yehoudiazé, c'est un miracle vivant de voir un juif qui continue à être fidèle à sa tradition, à sa Torah, qui continue à garder sa foi, malgré tous ceux qui ont voulu nous attaquer, nous empêcher, nous assimiler. Et il ramène ça avec la Géoula, dans une très belle dracha où il explique ça, et dans une lettre dans laquelle il répond ça. On dit dans la Tefila, Mevi Goel livne benehem leman shemo be'ava. On le dit tout le temps dans la Hamida. Mevi Goel livne benehem leman shemo be'ava. Alors, il amène un sauveur à ses bne benehem, à leurs enfants, d'Avraham et Israël et Jacob, les Maran Shemo Be'ava. Pose la question, mais pourquoi il y a seul les Maran Shemo Be'ava par lequel se termine le Mevi Goel livne benehem? Elle a une idée très belle et très profonde pour tout ça. Pourquoi qu'il est Maran Shemo Be'ava? Ça fait référence à deux éléments différents. Dans le Talmud, dans Masechet Sanhedrin, la question est posée. Quand Ben David bat, quand le Mashiach doit arriver? Voyez, on retombe tout de suite sur la Géoula et comment dire, le côté du retour en Israël. Alors la Gemara donne deux réponses. Elle dit Bedor Shekulo Zagachai Kai ou Bedor Shekulo Chayav. Une génération qui sera ou toute juste, pieuse, et on le dit Ve'amer Kulam Tzadikim, le Olam Yereshu Aretz. La dracha n'est plus Aretz, Aretz à Yona, le Olam Abba. Ve'amer Kulam Tzadikim, ce sont tous des Tzadikim. Quand ils sont Kulam Tzadikim, Yereshu Aretz, alors ils auront l'héritage du pays d'Israël. Deuxième possibilité, Bedor Shekulo Chayav, lorsque le peuple juif n'a plus aucun espoir. On est tellement rongé dans la conduite morale du peuple juif, Vayar kien ish vaishto même kien mafgia, et juste après il y a écrit les ma'ani et essé. À quel je voir qu'il n'y a plus personne, il n'y a plus aucun srout, aucun ish, aucun tzaddik, alors il dit il ne reste plus qu'une seule raison pour sauver le peuple juif, les ma'ani et essé, je ferai pour moi. Rabbi Yosef nous dit, quand on dit dans la Hamida les ma'an shemo be'ava, on fait référence à ces deux éléments-là. Les ma'an shemo, c'est lorsque je dis les ma'ani et c'est pour, je le ferai que pour moi. Bedor shekulo chayav. Oui, mais on rajoute be'ava. Pourquoi be'ava? Parce que ça fait référence à quoi? À l'amour pour le peuple juif, lorsque le peuple juif est totalement comment dire, fidèle à ses commandements. Donc, Bedor Shekulo Zakai. On dit les Maran Shemo, Dor Shekulo Hayav. On dit Be'ava, Dor Shekulo Zakai. En fait, lorsque le peuple juif, dans toute sa condition-là, même dans son côté le plus éloigné d'Akadosh Baruch Hu, il reste malgré tout la Ahava d'Akadosh Baruch Hu. Et ce point-là est essentiel. Savoir l'amour indéfectible d'Akadosh Baruch Hu pour le Ham Israël est quelque chose d'essentiel pour analyser les événements, pour analyser l'histoire et les grands changements qui ont bouleversé l'histoire du peuple juif. Donc, première grande idée du Rav Messas dans sa conception du sionisme, c'est un limoud srout sur tout le peuple juif. Et j'oserais dire que dans l'époque dans laquelle nous vivons, c'est un élément essentiel sur lequel on ne peut, passer, rapidement. Lorsque les ennemis d'Israël ont attaqué le Shabbat de Simchat Torah, on a créé une année précédente des Limud Chova, des Kitrugim, à essayer de se disputer, de trouver le mal chacun chez l'autre, d'essayer d'entrevoir, tout ce qui ne va pas. À force d'avoir fait des Kitrug entre nous, à force d'avoir, trouvé nos propres détracteurs, on a créé des Malaché Chabala, des anges nocifs,
et tous des diables, des démons qui sont venus nous attaquer. La manière de lutter contre tout ça, c'est de ramener de la ahava dans le Ham Israël, c'est donc de ramener du zrut, de l'imout zrut vers ayin tova, les uns pour les autres. On n'empêche pas chacun son opinion, chacun peut réfléchir sur sa manière juste de mener comment dire, la situation. Mais le point essentiel, c'est d'abord ayin tova qui nous manque. Cette ayin tova est essentielle pour analyser les événements. Et donc, ce premier point essentiel de Rabbi Yosef Messa, c'est de nous parler de cette ahavat Israël indéfectible. Je rajouterai un point qui est très proche, qui se rapproche d'ailleurs du Rabbi Khalfon HaKohen, c'est la langue hébraïque. La langue du Rabbi Yosef Messa, c'est une langue extraordinaire, et il prétend par cette langue-là qu'il faut qu'on puisse tous parler une même langue et oublier notre langue de la galoute, la langue des différentes langues juives de l'étranger, pour parler ensemble l'hébreu qui convient. On ne peut parler de Ahavat Israël, on ne peut se réunir dans le peuple juif si on a chacun une autre langue. Si lorsque quelqu'un dit on va faire le Moussaf de Shabbat, pour l'un c'est la prière, et pour l'autre c'est le supplément du journal qui s'appelle Moussaf Shabbat. On parle de choses complètement différentes. On a des mêmes mots, mais on ne parle pas des mêmes choses. Rabbi Yosef va tellement loin qu'il dit mais même le fait d'évoquer les éléments de la galoute comme Ashkenazi, Sfaradi, Dati, Chiloni, Hared, tous ces éléments-là, faut le laisser de l'or. C'est pas pour nous. On doit maintenant employer une langue qui nous rassemble et qui nous réunit. Mais après cet élément-là, le deuxième pilier sur lequel repose le sionisme du Rabbi Yosef Messas, c'est l'amour, bien entendu, du pays d'Israël. L'amour du pays d'Israël qu'il décrit très longuement. D'ailleurs, je le disais comme tout à l'heure pour Rabbi Khalfon, dans une tradition familiale. Dans l'introduction d'une de ses grandes œuvres, il nous donne tous les différents moments où dans sa famille, on a voulu monter en Israël. Et à chaque fois, ce qui a fait les tentatives, ceux qui ont réussi, ceux qui n'ont pas réussi, de l'ensemble de sa famille, de ses pères et avant lui. Et il rappelle un point important. Il dit, mon père, avant de mourir, m'a donné, le père du Rabbi Yosef Messas est mort quand Rabbi Yosef était très jeune, il s'appelait Rabbi Chaim Messas, qui était un des grands Chachamim, qui a enseigné à toute la génération des élèves à Meknes de son temps, et il lui a dit, il m'a fait une sava sur trois points. Il dit, premier point, Ben Adam Lamakom, chaque jour consacre 1 heure de ton temps à faire un heshbon nefesh avec Akadosh Baruch Hu, à te poser les questions comment tu es dans la, tu réponds aux espoirs qu'Akadosh Baruch Hu, de ce qu'Akadosh Hu attend de toi. Heshbon nefesh avec Akadosh Hu. Deuxième point, faire toujours, chaque jour, une mitzvah de Zikouy Arabim. Les akot, les fachot, Yehudi Echad Kol Yom. Qu'une journée ne passe pas sans avoir été allé à la rencontre de ton frère pour essayer de le faire progresser, de progresser ensemble vers Akadosh Baruch Hu. Deuxième point. Et troisième point, dans la tzava'a avant de mourir de son père, que tu t'efforces de monter en Eretz Israël et ne pas rester au Maroc comme ils ont toujours voulu. Et cette idée-là se manifeste, Rabbi Yosef Messas, par des piyutim incroyables sur Eretz Israël, qu'il écrit indépendamment encore du sionisme. Par l'amour indéfectible du pays d'Israël, je donne un exemple qui aujourd'hui demande à être encore répété. Lorsque on lui emmène un étrog d'Eretz Israël, il dit mais il faudrait toute cette Keïla qu'on fasse que sur ce étrog-là. Il vient, il a la Kedusha d'Eretz Israël. Que dirait Rabbi Yosef Messas pour les braves Marocains qui vont venir en Israël maintenant, les étrogs du Maroc? On avait au Maroc trouvé un étrog, un fruit qui venait du pays d'Israël, et on était prêt à faire toute la tefila dessus, on était tous ensemble, rien que par amour du pays d'Israël. Et aujourd'hui, on va faire la honte au pays d'Israël en ramenant des étrogs des Arabes marocains. Après avoir parlé de la Chavivut de Eretz Israël même, Rabbi Yosef Messas nous parle de l'État d'Israël. Alors là, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'il lit un peu tout ça. La langue, alors c'est une langue extraordinaire, la langue de Rabbi Yosef Messas. On n'a pas attendu l'époque des Lumières et la Scala pour réapprendre le langage et la beauté de la poésie du Moyen-Âge. Il y a une continuité depuis le Moyen-Âge tout au long de l'histoire dans les communautés séfarades d'une connaissance très profonde de la langue et de la poésie notamment. Rabbi Yosef Messas écrit beaucoup de poésie et notamment alors là un piout sur la création de l'État d'Israël, un piout l'ichovod Yom HaAtzmaut qu'on dit avant de faire le Kaddish le soir de Yom HaAtzmaut, un piout très intéressant qu'on dit dans ma communauté à Yom Yerushalayim, Michamocha sur la guerre des 6 jours. Comme on a eu Michamocha à Purim, qu'on lit le Parashat Bat Zachor, on raconte toute l'histoire de la Megillah, Rabbi Yehuda Halevi, à l'image de Rabbi Yehuda Halevi, dans beaucoup de communautés, dans différentes occasions, on a fait des Michamocha. Il y a un Michamocha qui est resté célèbre dans les Juifs d'Algérie, le Michamocha d'Oran, qui a été écrit après le Purim d'Oran, dans lequel on avait été devant une menace qui finalement, le peuple juif a été sauvé, un peu à l'instar de Purim.
Rabbi Yosef Messas, qui était ici en Israël quand il s'est déroulé la guerre des 6 jours, qui a vécu la peur de l'attente, de la menace imminente qui risquait de décimer tout le monde, et bien, termine cette guerre-là en écrivant une longue poésie qui reprend plusieurs fois, c'est l'acrostiche de Rabbi Yosef Messas, c'est le alpha bêta, etc., pour la guerre des 6 jours, en racontant toute la guerre, avec De Gaulle et les Russes et Hossein de Jordanie, tous ceux qui, chacun prend sa place, Nasser, avec ce qu'il a voulu, en racontant l'histoire et la délivrance avec Akadosh Baruch Hu qui a fait tous les miracles de la guerre des 6 jours. Il continue cette œuvre écrite en donnant écrire une prière sur le Tefila Lishlom à Hayalim. Alors pour les Tefila des Hayalim, c'est pas comment dire quelques lignes comme on a aujourd'hui la prière qui a été instituée par la Rabbanout qu'on récite comme ça. Il y a une prière qui fait de Aleph jusqu'à Taf. Aleph, Bet Gimel, Dalet. Pour chacune des lettres, une longue prière qui est entièrement que pour pouvoir prier pour les Chachamim. Ce rapport au pays d'Israël se situe, et je disais, dans le rapport avec l'unité d'Israël. Et là, je rajouterai 2 points importants. Premièrement, avec l'unité des Chachamim. Et ça, c'est pas facile. À plusieurs reprises, Rabbi Yosef Messas a été confronté aux dissensions qui ont touché les Chachamim, notamment le Rav Kook et les gens de Satmar. Lorsqu'il était à Tlemcen, abonné à une revue qui était publiée à Satmar, qui lui raconte un peu ce qui se passe dans le monde juif, Bedvarad la Chachamim. Et en recevant ce bulletin, on lui annonce qu'en Israël, le Rav Kook, a profané la Torah, etc., tout un tas d'infamies contre le Rav Kook. Rabbi Yosef Messas, dans son esprit, mais on défonce devant le mais comment rabbin, encore jeune, Tlemcen, dans un endroit pas, central du peuple juif, pas connu des pays, envoie tout simplement une lettre au Rav Kook en lui disant « J'ai lu qu'on a dit que vous avez fait ceci, cela, vous avez dit telle et telle chose, comment est-ce possible ? Rassurez-moi, parce que si vous avez dit c'est quelque chose d'impossible, d'imaginable, il fait moitié tochacha, moitié, dites-moi bien que j'ose pas croire une chose pareille, qu'un rabbin en Israël ait pu dire une chose pareille. » Bien entendu, c'était la calomnie, c'était mensonger. Le Rav Kook répond, et lui, le Rav Messas, ne reste pas redevable. Il renvoie à Satmar en disant « Comment vous avez osé dire du mal du grand rabbin d'Israël, qui est, entièrement pur, etc. » Et du coup, il se lie avec le Rav Kook. Et comme ça, le Rav Yosef Messas et le Rav Kook sont dans une même, vision. Ensuite, le Rav Kook est très ami, il lui a envoyé ses livres. Quand il a créé Zayeshiva, Yeshiva de Merkazit à Olami, il lui demande de venir l'aider. Et ils ont eu une liaison totale entre les rabbinim. De ce point de vue-là, en s'opposant à la diffamation. Trop souvent, ce sujet-là, au lieu d'être le sujet qui nous rapproche, eh bien, est le sujet de nos dissensions. Comment venir contre tous nos ennemis lorsque nous sommes nous-mêmes dans notre division? On peut avoir des différends, on peut avoir des discussions. Il y a un derrière de pratiquer une marloquette, il y a une derrière de faire le kavod, malgré le fait d'être en marloquette. Et cette même idée-là est valable dans sa conception sioniste des rabbins, comme elle est valable pour la conception du peuple juif. Il entend que la cacheroute en Israël, il y a le rabbinat qui dit les bêtes qui sont cachères, mais il y a le Rav Chaim Sonnenfeld, un des grands chachamim de la Haïda Haredit, qui donne une cacheroute séparée et qui donne la cacheroute sur des choses qui ne sont pas de la rabbanout. Il envoie une lettre, tout simplement, à Rav Chaim Sonnenfeld, en disant comment est-ce possible? Il y a une institution qui s'occupe de la cacheroute, qu'est-ce que c'est ça de faire bande à part? Il faut que tout le peuple juif puisse manger une même viande, puisse pouvoir manger de cette façon-là. Et c'est, l'unité du peuple qui passe par une unité tellement oubliée de nos jours, la cacheroute. On utilise la cacheroute qui était faite pour pouvoir rassembler le peuple juif et nous séparer de toutes les nations, à ce qui est justement le ferment de notre séparation et de notre dissension intérieure. Ça touche donc la conception des Chachamim même, ça touche vis-à-vis du peuple lui-même. Je terminerai, on pourra en parler encore beaucoup plus longuement, mais je ne voudrais pas non plus trop déborder, donc je terminerai juste par le langage simple de Rabbi Yosef Messas. Voilà, je termine juste avec ça. Il était tellement enthousiaste de Yom HaAtzmaut. Alors, il freine un petit peu les velléités trop enthousiastes. Il y a quelqu'un qui lui pose une question, est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas sortir le Sefer Torah Yom HaAtzmaut? Il a dit non, il ne faut pas juste faire une kriya, il y a des moments dans lesquels on a créé la Torah. Mais quelqu'un lui pose la question, mais qu'est-ce que je fais? Il y en a qui se disputent. Il répond quelque chose de très simple. 3 lignes qui disent tout. Il lui dit, En lecha le sarser da'atecha be'inyanim ele. Ata sefaradi hared,
עשה מה שאנחנו עושים. עושים אותו יום טוב, בהלל גמור ובהודאה למלך הקדוש ברוך הוא, ואוכלים ושותים ושמחים, ואין לנו עסקים אחרים. Il dit, ne te prends pas la tête avec toutes ces choses-là, à te disputer, à des discussions. Tu es un séfarade, comment dire, fidèle à la tradition, fais ce que nous faisons. Nous le faisons comme un jour de Yom Tov, en faisant le Hallel complet, en remerciant Akadosh Baruch Hu de tous ses bienfaits. On fait un repas, une serouda joyeuse, et ne commence pas à utiliser le jour de Yom Ha'atzmaut, le jour qui devrait nous rassembler dans le retour d'Israël, être le jour de la marloquette, ou le jour où on discute, où on dispute, où on est de ce moment-là. Comment entrevoir le retour d'Israël qui soit justement ce qui nous rassemble? Eh bien, on se dispute souvent, mais je dois dire, pour terminer sur une note optimiste malgré tout, lorsque les ennemis d'Israël ont attaqué, les différences, les discussions, les disputes sont arrêtées pendant un certain temps. Tout le monde est venu. Des gens de l'étranger sont revenus pour s'engager à l'armée. Les gens qui étaient, chacun a dit comment je peux aider. Lorsque maintenant le peuple juif revient à se reprendre notre brave Milchemot à Yehudim, on recommence à s'entrevoir, c'est qu'on a une certaine sentiment que la situation va un peu mieux. On n'est plus dans un état de menace constante. On peut recommencer notre petite dispute intérieure. Il est triste qu'on ait besoin de ces attaques extérieures pour retrouver notre unité. Peut-être dans le sillage de nos maîtres, on pourra entrevoir le retour d'Israël, l'espérance du monde, la vision qui donne sur tous les différents aspects du politique et comment dire du religieux, la montée en Israël comme quelque chose qui donne pour le peuple et pour le peuple juif et pour les nations, et qui se trouve dans l'unité du peuple juif, fidèle à Akadosh Baruch Hu dans son pays. Espérons que nous nous y rapprochons chaque jour un peu plus. Rav Chouraki, un grand, grand merci. C'était un plaisir de vous écouter. Mais maintenant, on a le plaisir de continuer avec l'intervention du professeur Aria Filalo des États-Unis, s'il m'entend. En tout cas, un grand merci et ça mérite réflexion et de revenir sur le sujet plusieurs fois. Est-ce que, oui, je vois Aria Filalo. Alors, Absolument. Vous m'entendez? C'est bon? oui, oui, Chodesh Tov. Chodesh Tov Umburach. Alors, Alors, vous devez- je voulais d'abord remercier le Rav Chouraki. C'est toujours un honneur de vous écouter. Et alors, j'étais en train d'écouter l'Ashkafa du Rav Khalfon, Zichron Tzadik Livracha, et j'étais franchement frappé par les parallèles entre sa Ashkafa et le développement de sa pensée, et celle du Rav Soloveitchik. Alors, je vais reprendre, je pense, des thèmes qui vont être vraiment parallèles à ce que vous venez de dire et les développer un petit peu. Je vais vous dire d'abord quelques mots sur l'histoire du Rav Soloveitchik. Il est né en 1903 en Pologne, est arrivé aux États-Unis en 1930 et c'est vraiment le Gadol Hador du XXe siècle. Ici, on l'appelle pas Rabbi Soloveitchik, on l'appelle juste le Rav. Le Rav, c'est la personnalité dominante du judaïsme, comme on l'appelle ici orthodoxe, du judaïsme halachique américain. Et il vient d'une famille qui n'était pas sioniste au départ. Il vient d'une famille en Pologne qui rejoignait l'esprit de ce que vous venez de décrire, Rav Shuraki. La Géoula arrivera quand Kadosh Baruch Hu nous l'amènera. Et pour l'instant, notre responsabilité, c'est une responsabilité individuelle de suivre la halacha et de pratiquer le judaïsme tel qu'il a été pratiqué en Europe de l'Est et depuis des siècles. Et alors, en 1956, le Rav fait un discours à l'université Yeshiva Université ici, qui est l'université centrale du judaïsme orthodoxe, un discours très très connu qui s'appelle Kol Dodi Dofek. Kol Dodi Dofek. La voix de mon bien-aimé, donc Akadosh Baruch Hu, frappe à la porte. Et c'est un discours qui a révolutionné l'approche des juifs américains halachiques vis-à-vis du sionisme, et qui a créé ce qu'on appelle aujourd'hui ici le sionisme spirituel. Et alors, le Rav dit la chose suivante. Il dit aujourd'hui, comme l'a dit donc le Rav Khalfon, nous voyons une série d'événements historiques que nous sommes obligés d'interpréter suivant la lentille du judaïsme. On ne parle pas justement seulement d'un mouvement nationaliste qui a créé un mouvement qui s'inscrit dans les mouvements nationalistes qui ont créé d'autres pays et qui ont commencé au XIXe siècle. Nous parlons aujourd'hui d'un mouvement spirituel qui répond à un appel divin. Kol Dodi Dofek, les coups à la porte. Et cet appel divin nous oblige, nous, Am Israël, à interpréter
non seulement ces événements, mais notre réponse comme une réponse à la voix de Dieu. C'est ça le sionisme spirituel. C'est un mouvement nationaliste, mais aussi un mouvement qui répond à un appel divin. Numéro un. Numéro deux, il parle d'une responsabilité collective. Il est en train en fait de transformer le judaïsme américain, de le faire passer d'une responsabilité individuelle à une responsabilité collective. Donc non seulement on répond à l'appel divin, mais comme vous l'avez si parfaitement souligné, Rav Shoraki, mais nous sommes engagés à construire une société juive qui reflète les valeurs et les enseignements de la Torah. Donc vous avez parlé des villes juives, vous avez parlé des relations internationales. Cet appel divin nous dit, ben aujourd'hui, vous êtes responsables ensemble en tant qu'âme Israël pour construire une société, donc pas juste d'aller à la synagogue, de faire la mais construire une société qui va refléter les valeurs de Kadosh Baruch Hu. Et le troisième point, donc premier point, c'est un sionisme spirituel, deuxième point, la responsabilité collective, et le troisième point, c'est que le Rav essaye de résoudre la tension entre la tradition et la modernité. Et il nous dit, quand on arrive dans un pays comme les États-Unis, donc nous avons vraiment une tension, mais nous restons toujours dans la responsabilité individuelle, et le sionisme donne une opportunité de réconcilier ces deux aspects, et aux Juifs de vivre pleinement leur foi individuelle et de participer activement à la vie moderne dans l'État d'Israël et aux relations entre cet État d'Israël et les nations du monde. Alors, comment est-ce qu'il arrive à cette conclusion? Il dit, bah, Kol Dodi Dofek, nous ne pouvons interpréter ces événements historiques que d'une manière qui vous montre que c'est l'appel divin à la porte. Quels sont ces coups à la porte? Vous l'avez déjà souligné, Rav Shoraki, ça commence par les réformes de l'identité juive au 19e siècle, ça continue avec le premier congrès sioniste de 1899, la déclaration Balfour, et puis après l'immigration de masse, et après la Shoah. Donc il voit dans la Shoah un événement tragique, mais un événement qui est le précurseur de la reconstruction de Ham Israël. Alors il ne dit pas que la Shoah, elle est expliquée par la nécessité d'avoir Ham Israël, non. Il dit que cette série d'événements historiques nous montre que c'est Kadosh Baruch Hu qui est en train de nous ramener à Eretz Israël. Ensuite, les dynamiques internationales, la relation entre les États-Unis et l'Union soviétique, qui se mettent ensemble pour voter en faveur de l'État d'Israël. C'est un événement qui est tellement remarquable que quand on le prend dans le contexte de la Shoah et ensuite de la victoire de l'armée israélienne dans la guerre de l'indépendance, qui est un fait, un défi inconcevable, nous voyons que Akadosh Baruch Hu est là derrière nous. Ensuite, il nous dit, donc cet appel à l'interprétation nous oblige à comprendre ces événements comme des événements qui ont été des résultats du Ratzon de Kadosh Baruch Hu, donc de la volonté divine, et donc nous devons non seulement les interpréter pour comprendre le passé, nous devons non seulement répondre à l'appel divin, mais il nous engage aux choses suivantes pour le futur. Premièrement, c'est le renforcement de l'identité. Donc vous avez parlé, et je suis entièrement d'accord avec vous, de la création de Malaché Chabala, de Kitrugim entre nous. Et alors, le Rav nous dit, nous devons comprendre ce qui s'est passé en Israël, à Kadosh Baruch Hu, en nous disant que le sionisme spirituel, comme vous l'avez dit, Rav Shoraki, ne nous contraint pas à avoir des opinions uniformes. Quand on se rejoint dans un pays, quand on s'en rejoint dans un pays où nous allons tous habiter ensemble, nous allons interpréter toutes les différences d'une manière juive. Même quand on dit Chiloni, le fait qu'il y ait un Chiloni implique qu'il y a un dati. Le fait, comme vous avez dit, le Moussaf, les Shabbats, on ne l'appelle pas la section du week-end, le Figaro du week-end. Tout ça, ça nous montre que nous avons une opportunité de construire un pays où nous pouvons laisser nos identités évoluer. On n'est pas obligé de se battre. Il y a toujours un moyen de faire un compromis dans Eretz Israël, Medinat Israël. Alors toujours, je ne sais pas, je vais peut-être un peu trop loin, mais ce sionisme, selon le Rav, nous donne une opportunité parfaite pour renforcer notre identité sans nous forcer à passer des étapes que nous n'avons pas encore vécues. Ok, on voit aujourd'hui le retour à la Torah en Eretz Israël. Il y a 5 générations. Enfin, au début de Medinat Israël, nous avions des kibbutznikim, des chilonim qui ne pratiquaient pas du tout la religion, mais qui étaient quand même impliqués dans les marécages, Yibush Habitzot, dans la construction de kibbutz, de villes juives, comme vous l'avez dit, et c'était ça l'identité juive. Donc eux et les Haredim de Mea Shearim avaient en commun ce sionisme. Et ça, c'est notre opportunité. Alors si on se bat et qu'on dit, comme j'ai lu dernièrement, qui m'a beaucoup attristé, il y a un État Haredi dans l'État d'Israël.
state within a state. Ça fait mal. Ça va exactement contre la philosophie du Rav Soloveitchik. Et alors, enfin, donc, les réflexions sur les défis actuels. En fait, la construction de l'avenir, elle nécessite la compréhension du passé. Et le Rav nous dit, si nous nous entraînons avec ce muscle, qui est un muscle d'interprétation, qui est un muscle de réponse à l'appel divin, de regarder comme vous l'avez fait, la guerre, enfin, l'agression, les massacres du 7 octobre, quand on les interprète en disant, alors je ne vous dis pas qu'on se bat sur la Cour suprême, ça veut dire qu'on va nous attaquer, mais ce que je pense, c'est que cet échec d'avant le 7 octobre, dans la construction d'une société qui est une société où nous pouvons avoir une identité commune sans avoir une philosophie commune, je pense que c'est difficile de, 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 de dire que ça n'a rien à voir avec nos ennemis. Bon, ne pas aller plus loin, de voir Yahya Sinwar, Imar Shemo, qui disait en prison que on attend patiemment que Am Israël commence à se battre, et puis après c'est là où on attaque. Vous voyez, donc nos ennemis le voient. Si nous ne le voyons pas, d'une manière ou d'une autre, je pense que nous avons une vision qui est assez étroite et qui n'aide pas Am Israël. Donc voilà, donc ce qui me fait très plaisir d'ailleurs, c'est que de voir des thèmes qui se relient entre Rav Khalfon, hein, en Afrique du Nord, et Rav Soloveitchik. Alors moi qui suis marocain, j'ai vu à Paris, en Israël et ici les deux, vous voyez, les deux pôles de cette Ashkafa, et je la vois tellement, tellement proche une de l'autre. Ça réchauffe le cœur de voir que Am Israël, qu'il soit parti en Pologne, qu'il soit parti en Tunisie ou qu'il soit parti en Iran, continue à rester fidèle à des principes de base que le Rav Soloveitchik n'a pas inventés, mais qu'il remet en actualité à cette époque, après avoir vécu ce qu'on a vécu dans le dernier siècle. Voilà, je voulais remercier le Rav Morali, je voulais remercier les intervenants et que Akadosh Baruch Hu renforce notre identité pour que nous soyons forts et que nous puissions continuer à construire notre avenir en Eretz Israël et à répondre à l'appel divin. Amen, amen. Là, vous nous avez épaté parce qu'en moins d'un quart d'heure, vous avez traité tout le sujet qui était, euh, qui était dans vos mains. Voilà. Merci beaucoup en tout Merci, cas. merci, mais je dois dire que en écoutant les prédécesseurs, j'ai pris des notes et donc je dois leur donner le kavod et le srout. Hein, j'ai pris les thèmes que j'ai entendus et ça me dit, tiens, ce sont mes thèmes aussi. Donc ça m'a permis de pouvoir me focaliser là-dessus. Merci beaucoup. Khazak. Merci beaucoup. Chazak Baruch Chodesh Tov. On continue et on termine notre séance de cette semaine avec le Rav Shmuel Elikan qui nous a enregistré son enseignement sur l'innovation du Rav Kook, le nationalisme comme concept religieux. Alors je demande à Shmuel s'il peut nous relier. Est-ce que vous avez le son? Le son? De comprendre le rapport du Rav Kook, l'innovation du Rav Kook dans son rapport au nationalisme comme concept religieux. Alors voilà, l'idée c'est la suivante. C'est vraiment d'essayer de comprendre, en regardant cette image, qu'une aube nouvelle sur la terre d'Israël s'est levée. C'est dans ce paysage finalement, à l'aube d'une ère nouvelle pour le peuple juif, que s'est forgée une pensée révolutionnaire. Aujourd'hui, on va essayer d'explorer ensemble la pensée d'un des géants intellectuels et spirituels du XXe siècle, le Rav Avraham Yitzhak Cohen Cook. Alors, le thème de notre présentation, il porte sur son innovation philosophique majeure. C'est-à-dire comment le Rav Kook, il a réussi à prendre le nationalisme, qui a priori est un concept souvent perçu comme purement politique et laïque, pour l'élever au rang de concept profondément religieux. Alors, pour comprendre cette révolution, il faut se plonger dans son œuvre immense. Il a écrit énormément de livres, énormément de manuscrits qu'il a laissés. À travers ses écrits, on va pouvoir comprendre un peu ce que le Rav Kook dit. Le Rav Kook, il n'a pas simplement fait de la théologie classique,
il a rédigé une nouvelle grammaire, si vous voulez, une nouvelle lentille pour comprendre l'âme juive et le retour historique de son peuple sur sa terre. Alors, commençons par le contexte historique. Le Rav Kook est né en 1865, dans une Europe en pleine ébullition romantique et nationaliste. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là, et on essaye de réfléchir sur le réveil des nations. À la fin du 19e siècle, le modèle de l'empire, il s'effondre pour laisser place à l'État-nation. Il y a plusieurs éléments qui ont engendré ça. Et face à l'antisémitisme grandissant, notamment le cas de Dreyfus, Théodore Herzl, il fonde en 1897 le sionisme politique laïque. Lorsque le Rav Kook il monte en Eretz Israël, il arrive en terre d'Israël à Yafo en 1904, alors il fait face à une question brûlante. Et la question, c'est, dans ce monde moderne qui divise l'humanité, comment la tradition juive, elle doit réagir face à ces pionniers sionistes laïques. Alors bon, je fais les choses de manière très caricaturale, disons, sans rentrer dans les détails, etc. Il y a énormément à dire sur chacun de ces éléments-là, comment les concepts de nationalisme sont nés à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe avec l'antisémitisme, Herzl, sur quoi c'est basé, etc., etc. Il y a énormément de quoi parler, mais finalement, le Rav Kook, il est dans un milieu, dans un contexte, juste pour le placer historiquement et géographiquement, dans lequel il y a ce monde moderne qui divise l'humanité d'une certaine manière. Et le mot nationalisme, il est alors sur toutes les lèvres. Mais c'est un mot lourd, qui est chargé, qui porte en lui autant d'espoir d'émancipation que de danger mortel. Certains le voient comme quelque chose de très positif, d'autres comme quelque chose de très négatif. Alors, c'est quoi le nationalisme en hébreu? La leumiyut, c'est-à-dire le concept de léom, le fait d'être ensemble dans une nation. Et la question, c'était comment le peuple juif doit réagir à ça. On a, le fait, si vous voulez, l'humanité de l'époque fait face à un véritable dilemme entre deux extrêmes. C'est vraiment caricaturé à outrance, mais enfin, c'est vraiment pour essayer de donner une sorte de schéma qui nous permet de comprendre les choses. D'un côté, ce qu'on pourrait appeler l'universalisme uniforme, c'est-à-dire l'idée d'effacer les nations au profit d'un cosmopolitisme absolu. Il n'y a pas de Imagine there is no religion, imagine there is no borders. Il n'y a pas y a pas de nation, il n'y a pas de frontières, il n'y a rien, tout est ouvert, l'amour absolu. Et il y a cette idée-là où tout le monde est égal et la paix dans le monde, dans un sens où il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de limites. C'est-à-dire qu'on veut arriver dans une sorte de cosmopolitisme qui est très attrayant de prime abord. Mais il a comme vertu, on pourrait dire, le fait d'annuler les différences d'une certaine manière, dans une sorte de grand melting pot comme ça, et ça mène à de l'assimilation, à la perte d'identité de chaque peuple. Que chaque peuple, il a plus il perd son identité propre puisqu'il fait partie d'une sorte d'ensemble extraordinaire. Et finalement, c'est comme une nouvelle tour de Babel, si vous voulez. On revient à Babylone, la tour de Babel dans le livre de Bereshit. Ça c'est d'une part, voilà, cette uniformité imposée qui est là, qui figure, qui devient quelque chose de massif, d'important. Et d'autre part, on a une sorte de nationalisme égoïste, un modèle qui est basé sur le culte du sang et de la terre. Alors le droit du sang ou le droit de la terre, on a cette différence entre l'Allemagne et la France, par exemple. Et finalement, ça génère inévitablement, dans cette époque-là en particulier, une sorte de chauvinisme, du mot de chauvin, c'est-à-dire quelque chose qui nous est propre. Et aussi, d'un autre côté, le corollaire, c'est la xénophobie et nécessairement aussi la guerre. Parce que on va se battre contre ceux qui sont différents de nous, sur ceux qui veulent un remplacement sur notre territoire, sur ceux qui ne nous respectent pas, etc., etc. Et finalement, la grande question, elle est donc la suivante. Où se situe le sionisme dans ce piège, si on peut l'appeler ainsi, idéologique? Bien évidemment, c'est schématisé à outrance, mais enfin, c'est pour donner effectivement cette notion-là de tension qui est entre ces deux concepts quand on les tire vraiment jusqu'au bout. Et donc, on a ici cette idée-là qui a un dilemme. Euh, et là, c'est là qu'intervient finalement la philosophie religieuse du Rav Kook. Le Rav Kook, pour lui, la réponse, elle se retrouve, enfin, elle se trouve, si vous voulez, dans l'unité organique. Ce qu'il appelle l'unité organique, il y a une union profonde entre la Torah, Akadosh Baruch Hu et Israël. C'est un passage que le Ramchal y ramène du Zohar et le Ramchal le développe beaucoup. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, donc ce rabbin italien du XVIIIe siècle, qui nous dit la chose suivante. Il nous dit finalement que la Torah, Kuchabrichu, que Dieu et la Torah, Kuchabrichu, Veoraita et Israël
Chadou, ça ne fait qu'un. Donc parfois on a ce terme-là dans le Zohar, c'est Dieu et la Torah qui font qu'un. Parfois on a Dieu et Israël ne font qu'un. Et le Ramchal, il construit une triptyque, c'est-à-dire il y a trois aspects, c'est Dieu, Israël et la Torah. Et le Rav Kook, il va reprendre cette idée-là, si vous voulez, du Ramchal, et il va l'ériger, si vous voulez, en un modèle important. Pour le Rav Kook, l'erreur de l'époque moderne, c'est de vouloir séparer la religion de la nation. Le Rav Kook, il a fondé la rabbanout en Israël. Quand il arrive en Israël, il a fondé le rabbinat, le grand rabbinat. Il est devenu grand rabbin d'Israël. C'est lui qui a fondé cette institution. Avant ça, il y avait les Rishon LeZion, qui était c'est une institution ancienne qui était datée que les Ottomans ont repris, mais il existait déjà avant. On a des rabbins au XVIe siècle déjà qui sont Rishon LeZion, notamment Rabbi Yehuda Kapsali qui venait de la ville de l'île de Crète, qui s'appelait Candia à l'époque. Et encore d'autres, enfin voilà, on a toutes sortes de rabbins qui sont là, et le Rav Kook, il vient, il reprend ces concepts-là, il dit non, il faut faire quelque chose, baser quelque chose de national, quelque chose d'important, quelque chose qui est institutionnalisé, et à partir de ce moment-là, pour lui, il n'y a pas de différence entre la Torah et Israël. Il faut que la Torah et la religion et la nation soient une seule chose, on ne peut pas séparer l'Église et l'État, si vous voulez. Pour lui, l'Église et l'État, c'est une idée fondamentalement, cette notion de séparation, c'est une idée fondamentalement paulinienne, c'est-à-dire qui vient du christianisme, qui est une déviation de l'idée originelle du judaïsme et qui provient de la galoute, qui provient de l'exil. Lorsque le peuple d'Israël était sur sa terre, eh bien, ce qui régissait finalement la Torah, c'était le Beth Amikdash, c'est-à-dire le temple. Et au temple, on avait une institution qui était judiciaire, on avait le Sanhedrin, l'Ishkat Haggazit, on avait aussi les prophètes qui se promenaient dans ces eaux-là, et il y avait aussi les Kohanim, les prêtres, qui avaient un rôle rituel, si vous voulez. Et en fait, il y a cette unité-là qu'on appelle Mishkan, d'accord? Mishkan, c'est Meler, Shofet, Shofet, Kohen et Navi, qui sont là ensemble. Le roi, il est là aussi, et le roi David a institué son trône à Jérusalem, à côté de là où son fils Salomon va créer le temple. Et c'est ça l'idéal, c'est de lier les deux. Et donc, pour le Rav Kook, il y a l'erreur de l'époque moderne, si vous voulez, c'est de vouloir justement cette dissociation entre l'Église et l'État, entre la religion et la nation. Pour lui, dans l'idéal juif, dans l'idéal du judaïsme, l'idéal national, c'est pas un outil politique, enfin, c'est pas que un outil politique, en tout cas, la nation juive, ce qu'il appelle Knesset Israël, c'est un concept qui figure de nombreuses fois dans les sources de la Kabbalah, dans les sources de la mystique juive, et finalement, pour lui, Knesset Israël, c'est l'expression même du divin dans ce monde. Donc, c'est Yesod Hashem Baolam. Akadosh Baruch Hu, il se dévoile justement par ça. Et donc, il y a ici cette notion de royauté, de la malchoute, du divin qui va apparaître, justement du fait de la nation d'Israël qui va se dévoiler dans le monde. Et donc, c'est très important cette idée-là, puisque la loi spirituelle, la Torah, elle ne peut être seulement que lorsqu'il y a un peuple qui est sur sa terre, qu'il y a une nation qui soit là, et il y a cette unité-là, cette union-là entre Akadosh Baruch Hu, la Torah et Israël. Et c'est ça qui va créer cette union dans le monde, et c'est ça qui va créer une unité organique, si vous voulez, et qui va amener les choses au bon endroit. Alors, comment comprendre ces choses-là? Alors, si vous voulez, on peut donner le modèle suivant. C'est que la question c'est la suivante. Comment un idéal infini et divin, d'accord, de Jborou, Dieu, Knesset Israël, c'est cet idéal de la population d'Israël, du peuple d'Israël, dans son idéalité, la Torah dans son idéalité, et Akadosh Baruch Hu dans son idéalité. Enfin, c'est un idéal finalement qui est infini et divin. Comment il peut s'incarner de manière notoire, naturelle, dans un état matériel, dans quelque chose qui est fini, dans quelque chose qui touche de la politique, qui est sale entre guillemets, c'est-à-dire qui touche les affaires du quotidien. Et bien, le Rav Kook va dire au contraire, c'est pas du tout sale, c'est très bien. Ce sont ces choses-là, ce sont pas des choses à vilipender, ce sont des choses qui sont très importantes, et ce sont des choses qui font partie de l'émanation du divin. Et le Rav Kook, il va utiliser ici un concept clé de la Kabbalah, ça s'appelle le Tzimtzum. Le Tzimtzum, c'est la contraction, d'accord? Selon le Harizal, le Rabbi Yitzhak Luria, donc un des fondateurs de la Kabbale moderne, si vous voulez, après le Zohar, donc au XVe siècle à Tzfat, à Safed, après être arrivé d'Égypte, il arrive à Tzfat, le Harizal, il est décédé très jeune, à l'âge de 37 ans, et il va enseigner une idée très importante. Il va dire que la création du monde, elle se fait pas de manière douce,
comme on peut le lire dans les kabbalistes, les premiers kabbalistes, chez le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero et d'autres avant lui, où il y a une sorte d'émanation qui se fait strate par strate. Chez le Harizal, il y a quelque chose qui va se défaire, il y a une brisure des vases, et cette brisure des vases, elle est là, et elle est à sa base, il y a une nécessité de contraction. C'est vrai que Kadosh Baruch Hu, il est symbolisé, al-derech mashal, par métaphore, comme une lumière infinie, et il va falloir que cette lumière infinie puisse laisser place à autre chose qu'elle, entre guillemets, tout ça c'est bien entendu à prendre avec des guillemets comme des métaphores, et c'est ce qu'on appelle une contraction. L'idéal ultime, si vous voulez, c'est effectivement d'arriver à un infini et à un universel. Ça, c'est effectivement l'idéal ultime. Mais pour exister concrètement dans l'histoire, pour réaliser cet idéal ultime, il faut passer par une deuxième étape, à savoir la contraction, la limitation, le tzimtzum. Donc pour exister dans le monde matériel, l'idéal, il doit forcément être limité. Si j'ai des grandes idées et je veux faire plein de choses dans le monde, si je veux les réaliser, il va falloir forcément limiter l'infini de mes idées, de mon idéal. Et donc par conséquent, le nationalisme, il devient ici l'étape 3, à savoir une étape nécessaire, une sorte de coquille qui est parfois peut-être même égoïste, qui peut parfois sembler contraire à l'idée d'universalisme du judaïsme, qui permet finalement à la nation de survivre et de prendre forme. Et donc l'idée géniale du Rav Kook, c'est de dire la chose suivante, le nationalisme, ce n'est pas une fin en soi, c'est un outil temporel de l'évolution humaine, mais c'est un outil qui permet l'émanation du divin, et donc forcément, c'est notoirement un outil nécessaire, un outil bonificateur, un outil bénéfique, un outil qui est bon. Euh, dans un de ses écrits qu'il a écrit dans le Pinkas de Boysk, qui est repris ensuite dans Horod d'une manière un peu différente, mais pas aussi explicite, le Rav Kook dit la chose suivante, il y a une tendance négative à s'accrocher au nationalisme étroit. Et alors il va parler ici d'une dialectique, c'est très intéressant. Il va dire que Mashiach ben Yosef, il est voué à être tué pour que la royauté véritable et durable soit celle de Mashiach ben David. Alors de quoi on parle? Il y a une évolution temporelle qui est illustrée par ce que le Rav Kook appelle la dialectique des deux Messies, des deux Mashiach. Le Rav Kook, il explique que le Mashiach ben Yosef, il représente l'étape matérielle, politique et pragmatique du sionisme. Il construit le corps de la nation, mais il est voué à être forcément dépassé. C'est-à-dire, métaphoriquement, d'accord, on parle de mourir. C'est-à-dire qu'il est limité par le nationalisme étroit. Donc, pour pouvoir être dépassé par ça, il doit laisser place à la royauté véritable, c'est-à-dire le Mashiach ben David, qui représente l'étape spirituelle et universelle, qui élève le corps physique vers une sainteté cosmopolite. Et donc, finalement, le Rav Kook, il va dire la chose suivante. Oui, certes, on vit aujourd'hui dans un monde, à son époque, donc, dans les années 1900, et un peu avant, un réveil des nationalismes. On est dans un réveil du nationalisme. Oui, alors c'est une émanation de Mashiach ben Yosef, et quand Herzl va mourir, le Rav Kook va lui écrire un espède en disant, voilà, c'est l'idée de Mashiach ben Yosef qui est maintenant morte, qu'il va falloir dépasser pour amener ce qu'il va appeler Degel Yerushalayim, c'est-à-dire le drapeau de Jérusalem, un appel à revenir à une sorte de royauté, à une rédemption spirituelle et universelle qui ne va pas se limiter uniquement à l'idée nationaliste matérielle, politique et pragmatique, bien que ce soit une étape de base. C'est-à-dire il y a une base physique de la nation qui est intrinsèquement liée par son égoïsme d'une certaine manière, puisqu'on doit se construire. On doit construire nos limites, nos frontières, notre indépendance, notre volonté propre, nos propres intérêts, etc., etc. Donc le fait d'être sectoriel et le fait de plus être dans l'universel à un premier temps, il est nécessaire pour pouvoir arriver à l'universalité. On ne peut pas être dans l'universel tout le temps sans se construire en tant que nation préalablement, parce qu'on veut que ce soit un socle sur lequel le Mashiach ben David, l'étape spirituelle pourra être construite. Donc ici, c'est de ça le messianisme duquel on parle du Rav Kook, que des gens vilipendent et pensent d'une très mauvaise manière, et on entend certaines personnes aujourd'hui parler de messianisme fou et de je ne sais quoi, et quel terme absolument aberrant. On a ici, quand on comprend les concepts, il s'agit de concepts très exacts et très fidèles à une certaine tradition, une tradition de la lecture du Harizal, de la Kabbalah lourianique, selon la tradition du Gaon de Vilna et de ses élèves, et avec un mélange un peu de certains passages du Ramchal. Et on a ici une tradition que le Rav Kook il va étayer, il va utiliser des nouveaux termes, il va dans son grand génie, il va l'exprimer dans une sorte d'hébreu moderne qui est à la fois poétique, à la fois quasiment prophétique, et d'une autre part, il reprend des traditions mystiques et qui va exprimer dans des termes assez compréhensibles. Mais finalement, il vient dire qu'il y a une nécessité de dépasser le Mashiach ben Yosef, le nationalisme étroit, pour arriver à quelque chose de plus grand, d'universel. Mais pour ça, il faut se construire avant. Donc, si vous voulez, comme on peut voir dans ce graphique, la chute de Mashiach ben Yosef, c'est pas une destruction physique ou une catastrophe. C'est simplement la fin naturelle
d'une étape. Le nationalisme étroit est purement défensif, si vous voulez, il doit atteindre son pic, puis petit à petit s'effacer. Il doit s'effacer pour pouvoir permettre Mashiach ben David prendre le relais, arriver à un espace universel. Et l'objectif, c'est de transformer Israël en un centre spirituel qui rayonne pour toute l'humanité. Mais pour ça, il va falloir construire quelque chose de grand. Le Rav Kook ici il s'oppose au Rav Shamshon Raphaël. Le Rav Shamshon Raphaël, il disait, on est très bien en Galoute, on est très bien en Chutz La'aretz, on est très bien là où on est. Finalement, là, on peut le mieux influencer sur l'universalisme, c'est dans chaque communauté, dans chaque pays. Les Juifs sont très bien quand ils sont dispersés, et le meilleur moyen d'influencer sur le monde, c'est comme ça. Alors, Rav Kook dit non, non, pas du tout. C'est pas l'idéal biblique, c'est pas l'idéal prophétique, c'est pas l'idéal qu'on a appris des mystiques, etc. L'idéal, c'est au contraire de construire un socle unique qui va qui est Mashiach ben Yosef, qui est un premier stade du messianisme, qui va nous pouvoir permettre de créer une nationalité israélienne qui, au contraire, n'est pas du tout égoïste. C'est l'amour du tout, il va dire dans Rot Israël, à Valakol. Il y a ici une nécessité de se mettre ensemble, mais pour pouvoir construire ça, il va falloir amener ça à son summum, et ensuite, quand Mashiach ben Yosef va mourir, eh bien finalement, c'est-à-dire il va s'effacer, il va pouvoir permettre l'avènement de quelque chose de plus grand, où toutes les nations pourront trouver leur place à Jérusalem, tout le monde pourra venir et voir et recevoir la parole divine telle qu'elle est transmise depuis plusieurs millénaires par le peuple juif, et va pouvoir l'entendre d'une manière qui lui corresponde, c'est-à-dire que chacun va trouver sa place dans la fraternité des nations, et on va pouvoir vivre vraiment ensemble dans un état universel qui nous amène à être des personnes meilleures dans le monde et rendre le monde meilleur. Donc ici, finalement, le monde est défini comme une fratrie. Et finalement, ce rayonnement, il vient pourquoi? Parce que selon le Rav Kook, l'humanité, elle est destinée à redevenir une seule grande famille. Dans cette fratrie, quel est le rôle d'Israël? C'est d'être le Bechor, le premier-né. C'est-à-dire le premier-né biblique, il n'est pas là pour dominer de façon impérialiste. On le voit de manière générale et répétée dans le livre de Bereshit et ensuite par la suite également dans le livre de Bamidbar. Les premiers-nés sont remplacés par les Lévi'im. Les premiers-nés sont toujours mélangés et inversés. D'accord, Ishmaël est le premier-né, mais c'est Yitzhak qui prend sa place. Et Esav est le premier-né, mais c'est Yaakov qui prend sa place. Ephraim et Ménaché aussi. Yaakov mélange les mains, etc. Il y a toujours une volonté. Et ensuite, dans le livre de Bamidbar, les premiers-nés sont rachetés pour être remplacés par les Lévim. Donc le premier-né biblique, il n'est pas du tout un dominateur impérial. Il doit être un peuple de Lévites et de Kohanim, de Lévim et de Kohanim. C'est le rôle du premier-né finalement, c'est d'être Lévi et Kohen. Et c'est pour ça que les Lévim et les Kohanim vont les remplacer. C'est-à-dire un guide et un modèle moral. Qui sifte Kohen Ishmeru Dat. C'est-à-dire c'est le grand frère pour les autres nations. Si vous voulez, le premier-né, il n'est pas impérialiste pour un sou. C'est un modèle moral, c'est un grand frère, mais il a besoin d'avoir son territoire et son lieu pour pouvoir le faire. C'est-à-dire, finalement, c'est un échange constant. Israël doit rassembler les vérités de toutes les cultures du monde. Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim. Il nous a choisis parmi tous les peuples pour prendre chaque vérité de chaque peuple et finalement toutes les cultures du monde, les réunir et les diffuser en retour avec une clarté éthique, avec une vérité qui sera transcendante et qui permettra à chacun de trouver sa place et avoir ça correspond à ma place dans le monde, etc. C'est pourquoi il disait la nationalité israélienne n'est pas égoïste, c'est l'amour du tout. C'est ça qu'il dit dans Roth Israël, c'est-à-dire l'amour du tout, c'est-à-dire l'amour de la totalité des nations. Et finalement, il y a cette influence qui va revenir dans une sorte de causalité double, où justement, lorsque le peuple d'Israël se construit comme une nation, il reste pas diffusé dans le monde, il se construit comme une nation, alors il va pouvoir finalement diffuser la Torah de la meilleure manière, l'idée divine de la meilleure manière, et le rendre le monde meilleur. Mais finalement, si on redescend sur Terre, voilà, on était dans des idéaux très, très élevés, si on redescend sur Terre, alors à son époque, finalement, le peuple juif, il est profondément divisé face à cette question politique. D'accord? Si on fait une sorte de carte, là aussi c'est schématisé à outrance, mais enfin, ça nous permet de prendre compte et de donner un certain retour face à l'ambiance qu'il y avait autour de lui. On peut distinguer, si vous voulez, 4 visions de ce qu'est le nationalisme à l'époque du Rav Kook. On peut distinguer la vision du sionisme laïque de Herzl, qui veut l'action politique, il veut, sans la religion, bien entendu, d'accord. L'orthodoxie isolée, bon, chez Herzl, c'est un peu plus complexe, mais enfin, ceux qui se réclament, si vous voulez, de Herzl, en grande partie, bien qu'ils viennent de milieux religieux, on peut penser à Echad Ha'am ou à d'autres, ils veulent finalement cette action politique, le nouvel homme nietzschéen, d'accord, avec cette histoire-là, cette idée-là du sionisme, du nouvel homme, qui va construire, qui va créer du nouveau bâtisseur. Finalement, cette idée-là, elle arrivait à un terme, puisqu'on a vécu, il y a de ça quelque temps, un post-sionisme après le 7 octobre, il y a une sorte de renouveau à ce niveau-là, mais l'action politique sans religion, elle a un intérêt, elle a son intérêt, elle a créé énormément de choses, c'est elle qui a basé, si vous voulez, les bases de l'État d'Israël à bien des niveaux, mais c'était finalement le mouvement des kibbutzim, etc., etc. On a une autre vision de
du sionisme, enfin ouais, on pourrait dire du nationalisme à ce niveau-là, qui est une orthodoxie isolée, donc les Haredim, qui vont garder la spiritualité, mais refuser l'action politique. Alors là aussi c'est plus complexe. Il y a un livre qui est sorti il y a pas longtemps qui montre à quel point le Yishuv Hayashan et les Haredim, ils ont influencé sur la création de l'État d'Israël, etc., etc. C'est effectivement vrai, mais au niveau idéologique, si vous voulez, l'idée qu'on a pu retrouver chez le Rachab de Chabad, d'accord, chez le rabbin de Satmer, chez le rabbin de Munkach, chez des rabbins en Hongrie, et pas mal de rabbins comme ça, les Touré Karta qui viennent aussi de là, chez Brisk, en tout cas chez le Velveler, chez le Rabbi Trakzev de Brisk et ses disciples, et dans d'autres mouvements qui vont dire mais finalement on veut pas avoir de rapport avec le sionisme. Le sionisme, c'est quelque chose qui est contraire à la halakha, c'est contraire à la loi juive. Akadosh Baruch Hu, il se dévoile pas dans l'histoire, il se dévoile pas dans le monde, il se dévoile dans la Torah. Depuis que le temple a été détruit, en la Kadosh Baruch Hu ba'olamo el arba mot shel halakha, depuis que le temple a été détruit, la vision de Dieu, elle se dévoile dans les textes. Et finalement, c'est cette orthodoxie, elle veut garder la spiritualité, mais elle refuse l'action politique à un niveau idéal, en tout cas. Ensuite, on a d'autre part un sionisme pragmatique. Alors, ce sionisme pragmatique, c'est le Mizrahi, le mouvement du Mizrahi, auquel le Rav Kook a refusé d'appartenir. Et pour lui, pour le Rav Reines et pour le Rav Uziel, après lui, et d'autres encore qui faisaient partie de ce sionisme pragmatique, on pourra encore en citer d'autres. Mais enfin, il y a une action politique. euh, Cette action politique, elle est un radeau de sauvetage. Elle est un radeau de sauvetage, elle nous aide, mais elle n'a pas un sens mystique, elle n'a pas un sens spirituel, elle n'a pas un sens, si vous voulez, messianique ou je ne sais quoi. C'est quelque chose qu'il faut faire, et c'est en relation avec nos sources, puisque nos sources nous parlent de revenir en Eretz Israël. Il y a aujourd'hui pas mal de Haredim Loumim, ce qu'on appelle beaucoup de gens qui sont dans cette mouvance-là, même s'ils se reconnaissent pas forcément sans savoir qui viennent du Rav Reines, etc. Mais enfin, c'est pas simplement. Il voit le fait d'être en Eretz Israël, un radeau de sauvetage pour le peuple juif, et donc c'est très bien, c'est très important, il faut y vivre, et donc on va le faire de la meilleure manière possible, et en amenant un maximum de Torah, et que ce soit lié aussi à nos sources, et qu'on donne un sens aux choses. Mais enfin, le nationalisme en soi, c'est juste un outil, de la même manière que mon téléphone, voilà, c'est un outil, que ma montre, c'est un outil, mes lunettes, c'est un outil. Voilà, j'ai besoin de ça pour gérer le monde. Donc, j'ai besoin d'Eretz Israël pour. C'est comme si j'avais deux voitures, d'accord? Il y en a une, elle est en très mauvais état, en piteux état, et je risque de me faire arrêter et j'ai des problèmes. Donc ça, c'est l'exil, si vous voulez. Outre la arrête en dehors d'Eretz Israël. Et Eretz Israël, c'est comme une Rolls-Royce, je suis bien, tout va bien, c'est là où on peut le mieux étudier la Torah, et c'est là où on peut faire le plus de commandements, de mitzvot, etc., etc. Donc il y a un sens au sionisme, il y a un sens au nationalisme, mais pas en tant que mouvement messianique ou en tant que sens mystique, en tant que mouvement religieux. C'est un mouvement qui permet de faire des choses de la même manière que lorsque l'impression permet d'imprimer des livres. Je peux imprimer des livres de Torah grâce au téléphone, grâce à l'ordinateur, je peux mieux étudier, j'ai plus de textes qui sont disponibles, etc., etc. Et donc, le Rav Kook, il vient poser quelque chose d'autre ici. Il vient parler d'un sionisme mystique. Pour le Rav Kook, cette action politique, c'est un acte fondamentalement divin. Il y a quelque chose ici du rapport à Kadosh Baruch Hu qui est plus grand. Et le Rav Kook va parler de ces différentes approches. Il va dire le sionisme laïque, il est très important dans son rapport au monde, puisqu'il va permettre finalement d'autres choses. Il va permettre un rapport cosmopolite, il va pouvoir parler des grands idéaux. Et l'orthodoxie isolée, les Haredim, et c'est très important parce que ça va parler finalement de garder la Torah, de garder cette étincelle qui nous a gardé pendant 2000 ans en exil. Et le Rav Kook va dire, oui, le sionisme pragmatique aussi, c'est très bien, mais il faut donner un sens aux choses. Donc finalement, la vision du nationalisme, elle voit un rejet si vous voulez, cette matrice idéologique telle qu'elle est présentée devant vous. Elle résume le fossé, si vous voulez, entre ces groupes-là, où le monde orthodoxe classique, il voyait les pionniers laïcs comme des pêcheurs dangereux, des kofrim, des gens desquels il fallait s'éloigner. Et là où ça aussi, c'est schématisé à outrance, c'est pas forcément vrai dans tous les cas, mais enfin, c'est essayé de manière idéale, si vous voulez, de manière archétypique, disons, donner les choses. Alors là où les sionistes pragmatiques, ils les voyaient simplement comme un partenaire d'une nécessité. D'accord? On est d'accord qu'il ne faut pas faire des avérotes, mais bon, on n'a pas d'autres personnes pour qui construire le pays, donc on est frères, on y va. Le Rav Kook, ici, fait un saut conceptuel inouï, et il regarde ces pionniers anti-religieux, et dit non, mais ce sont les instruments inconscients de Dieu. Ils font partie des instruments de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu qui les a amenés là, et la terre qui travaille, c'est pas juste un refuge politique, c'est l'âme même de la nation.
Et finalement, si vous voulez, pour les Haredim, il y a un danger pour la Torah dans le fait, dans la matrice idéologique du sionisme. Ils voient les pionniers laïcs comme des pêcheurs à éviter, la terre d'Israël comme une terre de pèlerinage, une attente. On va attendre que Mashiach il arrive pour pouvoir donner un endroit où on peut faire plus de mitzvot, etc. Mais pour l'instant, la terre d'Israël est comme les autres terres, il n'y a pas de différence. Pour le Rav Reines, qui est un sioniste pragmatique, il va dire, mais non, pas du tout. Le nationalisme, c'est un refuge sûr, c'est très important, c'est bien qu'on soit là. Les pionniers laïcs, ce sont des partenaires par nécessité, mais la terre d'Israël, c'est un abri pour les persécutés, c'est quelque chose d'important, c'est un outil qu'on va pouvoir utiliser pour faire amener la Torah dans le monde, etc., etc. Donc il y a un idéal dans le fait même dans la terre d'Israël, et la terre d'Israël, elle a un idéal en soi, qui est un idéal pragmatique, qui est un idéal religieux. C'est pas juste une terre où on attend qu'il y ait un dévoilement divin. Il y a déjà un dévoilement divin dans la terre d'Israël, même si c'est pas quelque chose de mystique, c'est quelque chose de très pragmatique. Et chez les sionistes laïcs, alors bon, Eretz Israël, le nationalisme, c'est un outil non seulement de survie matérielle, mais aussi de création du nouvel homme. Les pionniers laïcs, ce sont des héros nationaux. Ils vont reprendre le terme de Bar Kokhba, ils vont reprendre les thèmes des Hashmonaïm, et on va enlever tout élément religieux de ces personnalités-là, et on va reprendre l'Akba Omer, et on va reprendre Hanouka, et on va les transformer en des temps importants. Et la terre d'Israël, c'est notre nouveau foyer politique, c'est notre endroit où on va pouvoir construire notre nouvel homme qui est détaché de tous les problèmes de la galoute et qui va pouvoir se construire en un vrai surhomme nietzschéen, positif, à la fois moral et fort et sûr de lui et qui sait ce qu'il fait et qui peut être dans l'universalisme dès le début. Euh, Alors que dans le début du sionisme laïque, c'est pas forcément universaliste, mais finalement, petit à petit, ça s'amène vers cette direction-là. Et donc, finalement, le débat à l'intérieur même du monde sioniste religieux, il était intense. Pour les pragmatiques, d'accord, pour le Mizrahi, la religion et la politique, ils doivent rester des sphères séparées. Il y a cette idée-là, finalement, de pas mélanger les deux. L'Église et l'État, si vous voulez. L'argument, c'est très simple. Le sionisme, c'est un mouvement laïque. On doit y participer pour sauver des vies juives, pour créer un abri, pour être ensemble, etc. Mais la religion et la politique, c'est deux sphères séparées. Donc, il n'y a aucun mal à utiliser le concept de Shiva Touvé Haïr, les 7 personnes de la ville, le fait de créer une communauté comme on l'a créé en Chutz La'aretz, d'utiliser des concepts comme Goy Shel Shabbat, le non-juif du Shabbat, sur lequel on va s'appuyer, etc. Même à un niveau national, parce que finalement, la religion et la politique, ce sont deux sphères séparées. Les sionistes laïcs, ils sont des partenaires purement fonctionnels, on travaille avec eux, c'est très bien, ce sont nos frères, mais c'est pas quelque chose auquel on encourage, mais finalement, on vit très bien ensemble. Le sionisme mystique du Rav Kook, il est complètement différent. C'est-à-dire, il est, j'ai appelé ça mystique, mais enfin, je sais pas si le Rav Kook, il adhérerait à ce terme-là. Il dirait plutôt le sionisme religieux, spirituel. Le sionisme, c'est pas qu'un sauvetage physique, si vous voulez. C'est le trône de Dieu dans le monde. Yesod qui sait Hashem Baolam. C'est-à-dire, il y a ici vraiment l'émanation du divin, c'est le début de la rédemption. Et les laïcs, même s'ils rejettent la loi religieuse, ils sont mus par une âme sainte, ils ne le savent pas. Il y a un aspect de la sgoula qui est intérieur. C'est ce fameux Igeret Tafkuf Nunet Akana qu'il a écrit au Rav Meir Berlin, qui disait le fait qu'il y a une soif d'idéalisme immense qui est là, et finalement on doit pouvoir. L'État, c'est pas juste une agence de sécurité, c'est le trône de Dieu dans le monde. La rébellion même des laïcs face à la religion, c'est selon lui poussé par une âme sainte. Il y a une neshama qui va s'exprimer là derrière, une soif d'idéalisme immense que la petitesse de l'exil, elle parvenait plus à satisfaire. Ils sont en recherche de quelque chose de plus grand. Ce sont des âmes qui sont assoiffées et qui ont soif, qui veulent arriver à cela. Finalement, on arrive à notre conclusion, la synthèse ultime, si vous voulez, d'accord, dans un texte célèbre de 1906 qui s'appelle Mahamar Ador. Alors, le Rav Kook, il explique que la nation idéale, elle peut naître que par l'intégration de 3 forces de l'histoire souvent opposées. Et il y a une nécessité d'amener cette tension ensemble à une harmonie. L'orthodoxie qui préserve la connexion métaphysique, d'une part, le nationalisme qui apporte la vitalité physique et l'attachement à la terre d'autre part, et finalement le libéralisme ou l'humanisme, peu importe, qui garantit la morale universelle et la justice. Et le Rav Kook va reprendre ça aussi puisqu'il y a eu Dalev dans Roth, et dans d'autres endroits, on va revenir sur ce passage-là, sur cette idée-là, qu'il y a une nécessité d'amener ces 3 pôles-là à une harmonie, et faut qu'on ait une force au sein de la nation qui garde l'humanisme, qui garde le libéralisme,
qui garantit la morale universelle, qui garantit la culture générale, qui est une certaine vision de la justice. Et on a besoin d'une autre partie de la société, l'orthodoxie, qui va préserver le sacré, qui va préserver la tradition, qui va préserver la connexion métaphysique, qui va avoir une autre vision de la justice. Et on a besoin aussi du nationalisme, de cette vitalité physique, d'un attachement à la terre et au peuple. On a besoin de ce lien, de cet avat Israël, de ce lien, de cet amour pour chacun, et de ce chauvinisme d'une certaine manière, qui va amener aussi cela dans cette synthèse de la nation idéale. Si ces trois forces-là, elles s'affrontent, dit le Rav Kook, la société se détruit. Si tout le monde est contre les orthodoxes, on dit, ah, ça sert à rien, vous faites rien, vous nuisez à l'État, etc., ça ne marche pas. Si tout le monde s'oppose au nationalisme, et on dit, ouais, on est postilloniste, ça sert à rien, etc., on veut vivre comme tout le monde, ça marche pas non plus. Si tout le monde s'oppose au libéralisme, on dit, non, ça sert à rien, les concepts d'universalité, de culture générale, etc., ça sert à rien, on veut plus se lier au monde, on veut être dans notre ghetto, ça fonctionne pas non plus. Donc, la rédemption, elle exige, dit le Rav Kook, l'harmonisation de ces trois forces-là. Et finalement, en guise de conclusion terminale, disons, alors on va garder à l'esprit cette image du prisme inversé. D'accord? Chez le Rav Kook, le nationalisme, il n'est jamais une fin. Il est toujours un instrument médical, si vous voulez, indispensable, par lequel un peuple est guéri des blessures de l'exil. Mais une fois guéri, son but ultime, c'est d'élever l'humanité entière vers une harmonie universelle. Donc finalement, l'objectif final d'Israël, dans cette pensée magistrale, c'est pas la domination, c'est l'harmonie vibrante des diversités. Et donc, voilà, c'est de ça qu'on parle. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous remercie. Merci beaucoup, Arav Shmuel Elikan, pour votre intervention. Alors, je reconnais que ce soir, le sujet était